Ma sœur s'est plainte que me voir à Thanksgiving lui coupait l'appétit. Alors maman a pris mon assiette. Papa a porté ma chaise jusqu'à la poubelle. Voilà. Maintenant, notre fille chérie peut profiter de son dîner. Toute la table a ri. Je me suis assis à côté de la poubelle. Et j'ai ri plus fort que tous. Ma sœur posa sa fourchette et me dévisagea comme si j'étais un objet que le chat avait traîné sur la belle nappe. Je suis désolé, dit Olivia en plissant le nez, mais la voir assise là me coupe vraiment l'appétit. Personne ne prit ma défense. Cette partie-là n'était pas surprenante. Ce qui m'étonna, ce fut la rapidité avec laquelle ma mère réagit. Eleanor Val s'étira au-dessus de mon couvert, prit mon assiette entière et l'emporta vers la cuisine. Mon père resta debout pendant une seconde idiote. Une partie préhistorique de moi pensa que Richard Val allait enfin dire à tout le monde d'arrêter. Au lieu de cela, il saisit le dossier de ma chaise. Les pieds de la chaise grincèrent sur le parquet. Voilà, dit mon père en me garant à côté de la poubelle de la cuisine, maintenant notre fille modèle peut apprécier son Thanksgiving. 8 personnes éclatèrent de rire. Ma tante Rebecca se couvrit la bouche. Ma cousine Amy regarda fixement son verre de vin. L'oncle Paul frappa carrément sur la table. Olivia sourit. Je regardai la poubelle, puis ma famille, et je commençai à rire si fort que je manquais de tomber de ma chaise. Ce n'était pas un rire mignon, ni un petit gloussement blessé. C'était le genre de rire qui pousse les inconnus dans les transports publics à changer de wagon. Le sourire de ma mère disparut. Cassandra. Cela ne fit qu'aggraver les choses. Je me levai, attrapai les 2 bouteilles de vin, déplaçai la saucière en cristal de grand-mère sur le comptoir, retirai le couteau à découper de la portée de mon père pour le poser en toute sécurité à côté de l'évier. Mon père fronça les sourcils. Qu'est-ce que tu fais? De la gestion des risques. Puis je saisis le dessous de la table de Thanksgiving à 2 mains et je la retournai. La dinde glissa la première, puis la farce, la purée de pommes de terre, les haricots verts, 8 couverts s'écrasèrent sur le tapis et le parquet. Olivia hurla. Ma mère hurla encore plus fort. Mon père me regarda simplement, hébété. Je me tenais au milieu du désastre, respirant fort, et je souris. Oh, détendez-vous, dis-je. J'ai retiré les objets tranchants. As-tu perdu la tête? Cria ma mère. Non. Je plongeai la main dans la poche de ma veste et sortis mon téléphone. J'ai trouvé le tien. Je tournai l'écran vers Olivia. Son profil de finaliste pour la bourse Méridien brillait sur une photo de son visage parfait. Puis je lus une ligne à haute voix, après la présentation de ma sœur à Halifax, je me suis assise à ses côtés pendant qu'elle luttait pour se calmer, tenant une tasse en carton de thé à l'amande poivrée. Olivia devint livide. Je la regardai. Tu n'es jamais allé à Halifax. Personne ne bougea. Tu étais dans le New Jersey tout ce week-end-là, Cass. Et le thé à l'amande poivrée. Je souris. C'est arrivé, oui. Mais pas à toi. Ma mère fit un pas vers moi. Range ça. C'est à ce moment-là que je sus. Je ne le soupçonnais pas, je le savais. Je penchai la tête. Intéressant. Cass, tu sais exactement de quoi je parle. Les yeux d'Olivia glissèrent vers maman pendant une fraction de seconde. Moins d'une seconde, mais c'était suffisant. Je ris de nouveau. Vous vouliez un Thanksgiving sans l'embarras de la famille. Je repoussai ma chaise de la poubelle. Félicitations, ma chérie. Je levai le profil. Maintenant, explique-moi pourquoi ta candidature à cette bourse contient une histoire à la première personne tirée de ma vie. 90 minutes plus tôt, j'essayais encore de bien me comporter, ce qui, dans ma famille, avait toujours signifié quelque chose de différent de bien agir. Bien agir signifiait être honnête, bien se comporter signifiait mettre Eleanor à l'aise. Il y avait une différence. J'étais assise dans ma voiture devant la maison de mes parents, terminant un appel professionnel avec 3 analystes à Washington. Non, dis-je en fixant la couronne de la famille Val suspendue à la porte d'entrée. Ne codez pas encore le motif. Un jeune analyste commença à répondre. Je lui coupai la parole. Vous avez 3 cadres qui utilisent l'expression ajustement temporaire. C'est un fait observable. Ce que vous ne savez pas encore, c'est pourquoi ils l'utilisent tous. Je calai le téléphone entre mon épaule et mon oreille.
trouver la première apparition de l'expression, puis identifier qui l'a répétée. L'observation avant l'interprétation. Ma mère apparut derrière la fenêtre de devant, me surveillant. Évidemment. Je dois y aller, dis-je à l'équipe. Je m'apprête à participer à une expérience comportementale annuelle impliquant des glucides et des rancœurs non résolues. Quelqu'un rit. Joyeux Thanksgiving, Dr Val. Statistiquement improbable, mais merci. Je raccrochai. À 28 ans, des organisations remplies de gens qui avaient 2 fois mon âge me payaient pour identifier des schémas que personne ne voulait admettre. À la maison, mes parents agissaient toujours comme si ma plus grande réussite professionnelle avait été d'apprendre à utiliser une fourchette sans effrayer les invités. J'entrai dans la maison, vêtu de bottes en cuir rouge, d'un pantalon noir et d'un manteau vintage gris anthracite avec des boutons en laiton. Ma mère me regarda de haut en bas. Ces bottes. Toujours rouges ? Tu ne pouvais pas t'habiller normalement pour un après-midi ? Je le pouvais, dis-je en lui embrassant la joue. J'ai choisi de ne pas le faire. Elle expira par le nez. Du grand Eleanor, ne jamais gâcher une dispute complète quand un simple soupir déçu peut communiquer 28 ans de souffrance maternelle. Mon père arriva de la salle à manger, portant une pile de serviettes. Casse. Richard. Je suis ton père. Je sais, nous nous sommes déjà rencontrés. Il secoua la tête. Cette bouche. Je souris. Ses frais de scolarité ont payé. Mon père avait passé 3 décennies dans le milieu universitaire, plus récemment en tant que doyen avant de prendre sa retraite. Il se considérait comme un homme calme, ce qui, en pratique, signifiait qu'il déclenchait rarement les conflits. Il se contentait de soutenir la personne pour qui le conflit était le plus inconfortable, généralement maman, généralement Olivia, presque toujours contre moi. « Tu fais toujours ce truc de conseil ?» demanda-t-il. « Je paie toujours mon propre loyer avec, oui. » Il me lança le regard. Celui qui disait que j'avais délibérément répondu à la question qu'il avait réellement posée au lieu de celle qui lui aurait permis de se sentir supérieur. Puis Olivia entra majestueusement dans le foyer. Ma petite sœur s'était toujours déplacée comme si quelqu'un venait d'annoncer son nom avant qu'elle n'entre dans une pièce. Un pull crème parfait, des cheveux foncés parfaits, de petites boucles d'oreilles en or et, sur son côté gauche, une épingle argentée et bleue dont je reconnus immédiatement le symbole, Méridian. Mes yeux s'y posèrent avant que je ne puisse m'en empêcher. Olivia le remarqua. Pour la première fois depuis que j'étais entré, son sourire parut forcé. « Alors ?» demanda-t-elle. Je pointai l'épingle du doigt. « Tu es finaliste. » Ses épaules se relâchèrent. Oui. C'est énorme. Je le pensais vraiment. La bourse d'études en leadership civique de Méridian était sélective, sérieuse et très publique. Je ne travaillais pas du tout avec l'équipe de sélection, mais j'en savais assez pour comprendre ce que signifiait être présélectionné. Olivia cligna des yeux, comme si elle ne s'était pas attendue à des félicitations, puis elle sourit. Merci. Ma mère apparut à ses côtés. Nous attendions ce soir pour l'annoncer. Alors faites semblant que je suis surprise plus tard. Mon père gloussa. Ma mère non. À quel point es-tu impliqué de ce côté-là chez Méridian, demanda-t-elle. Je la regardai. Quel côté? La bourse d'études. Je ne le suis pas. Pas du tout. Non. Il ne te demande pas de passer en revue les candidats? Pas de vérification d'antécédents? Voilà. Ce n'était pas la question en soi, c'était sa spécificité. Ma mère avait passé des années à répéter à tout le monde qu'elle ne comprenait pas ce que je faisais dans la vie, pourtant, soudain, elle en savait assez pour poser des questions sur la vérification des antécédents. Je m'appuyai contre le montant de la porte. Pourquoi? Son visage changea de peut-être 2 mm. La plupart des gens ne l'auraient pas remarqué. Je n'étais pas la plupart des gens. Pour rien. Alors pourquoi demander? Cassandra, s'il te plaît. Tout n'est pas un interrogatoire. Exact. Certaines choses sont des questions exceptionnellement détaillées suivies d'un pour rien. Olivia rit trop fort. Est-ce qu'on peut éviter de faire ça ce soir? Je la regardai. Ses doigts s'étaient refermés sur l'épingle Méridian. Elle ne l'avait pas retirée, elle la cachait. Intéressant. Ma mère frappa dans ses mains une fois. Les boissons.
Et le moment prit fin. Ou fit semblant de prendre fin. C'était une chose dans laquelle la famille Val excellait, nous ne résolvions pas les choses, nous changions de pièce. 20 minutes plus tard, j'étais dans la salle à manger à regarder Olivia décrire un événement de donateur de musée comme si elle avait négocié la paix au Moyen-Orient. Et puis je lui ai simplement dit, disait-elle, les gens ne donnent pas parce qu'on leur met de la pression. Ils donnent quand ils se sentent compris. Ma mère rayonnait. C'est tout Olivia. Elle comprend les gens. Mon père acquiesça. Elle a toujours été comme ça. Je bus mon vin. Tante Rebecca me regarda et m'adressa ce petit sourire de sympathie familier que je détestais. Il se traduisait grosso modo par « S'il te plaît, ne gâche pas ça pour tout le monde ». Olivia continua, le donateur avait 83 ans et il avait financé l'aile ouest d'origine en 98. 99, demandai-je. Elle fronça les sourcils. Oui. L'aile ouest d'origine a ouvert en 2001. Ma mère posa sa fourchette. Casse, s'il te plaît. Tout n'a pas besoin de devenir un séminaire. C'était juste une date. Tu dois toujours prouver que tu es la personne la plus intelligente de la pièce. Non, pas du tout, dis-je en regardant autour de moi. Parfois, la pièce s'en charge pour moi. Rebecca s'étouffa de rire dans son verre. Même mon père rit. Pas ma mère. Ça, dit-elle en pointant sa fourchette vers moi, c'est exactement ce que je veux dire. Qu'est-ce que tu veux dire? Ce besoin de mettre les gens mal à l'aise. Olivia baissa les yeux de cette manière étudiée qui lui donnait toujours l'air d'être la victime, même quand personne ne lui avait rien fait. Mon père se pencha en arrière. C'est notre casse. Assez brillante pour gâcher une conversation. Tout le monde rit de nouveau, y compris moi. Surtout moi. C'était mon astuce, si je riais la première, l'insulte m'appartenait. À 17 ans, maman m'avait présenté à l'un des collègues de papa en disant « Cassandra est très douée. Les choses sociales sont plus difficiles pour elle. » J'étais resté là, juste à côté. J'avais ri. À 20 ans, papa avait dit à une table remplie de parents que je pouvais analyser une pièce mais que je ne pouvais pas y survivre. J'avais ri. À 24 ans, après le projet Lumen, maman avait dit « La brillance est inutile sans la stabilité. » J'avais ri là aussi. J'avais passé des années à confondre la capacité de se moquer du couteau avec la preuve qu'il ne me coupait pas. Le téléphone d'Olivia vibra sur la table. L'écran s'alluma, le profil public de finaliste Méridian. Elle le retourna immédiatement. Trop vite. Je regardais maman. Maman me surveillait. C'était suffisant pour éveiller ma curiosité. Je m'excusai et montai aux toilettes. Puis je fis quelque chose de profondément scandaleux, je tapai le nom de ma sœur sur Google. Son profil de finaliste apparut en premier. Photos, biographie, travail au musée, action communautaire, puis la section personnelle. Je survolai, m'arrêtai, relus. Grandir aux côtés d'une sœur aînée brillante mais instable m'a appris très tôt que l'intelligence et la régulation émotionnelle ne vont pas toujours de pair. Je fixai l'écran. Mignon, chuchotai-je. Puis venait l'histoire de Halifax. Olivia affirmait qu'après l'une de mes premières présentations universitaires, elle s'était assise à mes côtés alors que mes mains tremblaient, me tenant du thé à la menthe poivrée dans une tasse en carton. Et que cette expérience lui avait appris que la dignité consiste parfois à rester tranquillement avec quelqu'un jusqu'à ce qu'il puisse se tenir debout tout seul. Je m'assis sur le couvercle fermé des toilettes, non pas parce que l'histoire était fausse, c'était bien là le problème. Elle était en grande partie vraie. J'avais fait une présentation à Halifax à 23 ans. Le microphone avait grésillé avec un larcène affreux pendant la séance de questions-réponses. Après coup, l'adrénaline m'avait frappé si fort que mes mains tremblaient. Une bénévole de la conférence nommée Mara m'avait trouvé dans le couloir. Le café était déjà fermé, elle m'avait apporté du thé à la menthe poivrée dans une tasse en carton. J'avais raconté ce moment à une seule personne dans ma famille, ma mère, dans un email. Olivia n'avait pas été en Nouvelle-Écosse. Elle travaillait à une réception de donateurs dans le New Jersey. Je m'en souvenais parce qu'elle avait envoyé 14 photos d'elle-même à côté d'une sculpture sur glace dans le groupe familial. Je regardais de nouveau le profil, puis je ris doucement cette fois, parce que maintenant les questions de maman prenaient tout leur sens. Pas entièrement, mais assez. Quand je descendis,
Maman se tenait près d'Olivia. Elles s'arrêtèrent de parler à mon entrée. Un autre point de données. Je mis mon téléphone dans ma poche. Je ne les confrontai pas tout de suite. Puis nous nous assîmes pour le dîner de Thanksgiving. Olivia commença à boire plus vite. Maman continuait de m'observer. Papa demanda à 3 reprises combien de temps je comptais rester à Princeton, et quand l'oncle Paul mentionna nonchalamment que Méridian était cet endroit où Cass travaillait, Olivia laissa tomber sa fourchette. Un bruit métallique. Je la regardai. Elle regarda maman. Le dîner continua. 10 minutes plus tard, Olivia me fixa et annonça que me voir lui couper l'appétit. Maman prit mon assiette, papa me traîna près de la poubelle, et quelque chose en moi se fatigua enfin d'être intelligente d'une manière qui ne faisait que protéger tout le monde. Alors j'ai ri. Puis j'ai retourné la table. Les conséquences furent magnifiques. Pas socialement acceptables, pas mûres, mais magnifiques. Maman se tenait au milieu du naufrage, de la sauce au canneberge sur une chaussure. Comprends-tu ce que tu as fait? Oui. Tu as détruit Thanksgiving. Non, la table est toujours structurellement intacte. Cassandra. Je brandis à nouveau le profil d'Olivia. Parleur de Halifax. Olivia croisa les bras. Tu es folle. C'est possible. Mais ce n'était toujours pas toi qui tenais ce thé. Tu es jalouse. C'est également possible. Mais ce n'était toujours pas toi. Tu as toujours détesté que les gens m'apprécient. Je souris. Cela fait 3 réponses à une question que je n'ai pas posée. Mon père s'interposa entre nous. Ça suffit. Je regardai derrière lui. L'as-tu écrit toi-même, Olivia? Elle ne répondit pas. As-tu dit à Méridian que tu étais physiquement présente à Halifax? Ma mère intervint. C'était une histoire illustrative. Je me tournai vers elle. Ah, enfin. Pas un démenti, une reclassification. C'était écrit à la première personne. Cela représentait ce que la famille a traversé. Cela représentait ce que j'ai traversé. Tu ramènes toujours tout à la propriété. Mes souvenirs ont généralement cette caractéristique. Le visage de maman se durcit. C'est pour ça que personne ne peut te parler. Non, c'est pour ça que vous préférez parler de moi. Silence. Celui-là fit mouche pendant une demi-seconde. Je voulais rester là, insister, forcer Olivia à répondre, obliger papa à me regarder, faire en sorte que Rebecca arrête de fixer le sol. Au lieu de cela, je ramassai mon manteau. C'était la première chose intelligente que je faisais depuis que j'avais renversé la table. Ma mère me suivit dans le foyer. Si tu t'en vas maintenant, ne t'attends pas à ce qu'on fasse comme si ce comportement était normal. J'enfilai mes bottes. Maman, tu m'as mise à côté de la poubelle parce qu'Olivia ne pouvait plus apprécier sa dinde. Elle était inconfortable. Je remarque que tu dois toujours aggraver les choses. Je jetai un regard vers la salle à manger. Les assiettes à l'envers, de la nourriture partout, papa soulevant la table, Olivia pleurant de colère pendant que Rebecca cherchait des serviettes. J'ai failli sourire. Ce soir, oui. J'ouvris la porte, puis je partis. Je réservai un hôtel près de la gare au lieu de dormir dans ma chambre d'enfant. Cela importait plus qu'il n'aurait dû. Pendant des années, je m'étais répété que je logeais chez mes parents pendant les vacances parce que les hôtels étaient peu pratiques. La vérité était plus laide, une partie de moi voulait encore se réveiller dans cette maison et croire que j'y avais ma place. Cette nuit-là, je m'assis jambes croisées sur le lit d'hôtel, mon ordinateur ouvert. Pas de famille, pas de public, pas de meubles renversés. Juste le profil. Je le lus lentement, puis j'ouvris une ancienne archive de mai. Recherche, menthe poivrée. Un seul résultat, datant de 4 ans auparavant, envoyé par moi à maman, une bénévole nommée Mara m'a tendu du thé à la menthe poivrée dans une tasse en carton pendant que j'essayais d'empêcher mes mains de trembler. La tournure exacte. Je la fixai, puis j'ouvris un document vierge. En haut, j'écrivis « Allégation ». Source. Question. Pas d'accusation, pas de mobile, pas de vengeance. L'observation d'abord, l'interprétation ensuite. Je saisis la première allégation, Olivia était avec moi après la présentation à Halifax. Source, profil public de finaliste Méridian. Question,
comment a-t-elle obtenu un souvenir à la première personne d'un événement auquel elle n'a pas assisté? La deuxième allégation arriva le lendemain matin. Mon téléphone sonna à 9h27. Tante Rebecca. J'ai failli ne pas répondre, puis je décrochai. Bonjour Cass. Sa voix semblait misérable. S'il te plaît, n'aggrave pas la situation. Je fermai les yeux. Définis la situation. Olivia. Quoi, Olivia? Ta mère dit que tu menaces sa bourse d'études. Je me redressai. Je la menace comment? Tu as appelé Olivia ce matin. Tu lui as dit que tu allais contacter Méridian. Je regardai mon téléphone. Aucun appel sortant vers Olivia. Aucun message. Rien. Rebecca. Oui. À quelle heure maman t'a-t-elle dit ça? Je ne sais pas, il y a un petit moment. Est-ce qu'elle te l'a envoyé par message? Silence. Oui. Transmets-moi le message exact. Cass, je ne veux pas être au milieu de tout ça. Alors ne résume pas, transmets. Un autre silence, plus long. Enfin, mon téléphone vibra. J'ouvris la capture d'écran. Le message de maman disait, Cass a appelé Olivia ce matin et a menacé de porter l'affaire devant Méridian. S'il te plaît, n'entre pas en matière si elle te contacte. Horodatage, 9h04. Je regardai l'heure, puis le nom d'Olivia dans mes contacts. Je ne l'avais pas appelée, je ne lui avais pas envoyé de message, je ne lui avais pas parlé depuis que j'étais parti de Thanksgiving. Ma mère avait décrit une conversation 27 minutes avant que Rebecca ne m'appelle à ce sujet, et surtout, 63 minutes avant que je ne contacte ma sœur pour la première fois. J'arrêtai de rire, car la table de Thanksgiving renversée semblait soudain être la chose la moins intéressante que ma famille ait faite. Maman ne réagissait pas à mon comportement, elle l'écrivait à l'avance. À 10h07 ce matin-là, j'envoyais exactement un message à Olivia, as-tu écrit le profil Méridian toi-même? Aucune accusation, aucune menace, aucune mention de maman. Une seule phrase. Puis je posai mon téléphone face contre terre sur le bureau de l'hôtel et j'ouvris le document commencé la veille. Allégation, source, heure, fait vérifiable. Les mots semblaient presque embarrassants de banalité. C'était utile. La colère aimait les adjectifs, l'épreuve préférait les noms. Sous la première ligne, je tapais que le profil public d'Olivia décrivait sa présence à mes côtés après ma présentation à Halifax, me tendant du thé à la menthe poivrée dans une tasse en carton. Sous aux sources, je collais le lien du profil public. Sous heure, je saisis la date de publication. Sous au fait vérifiable, je laissais l'espace vide. Puis j'ajoutais le message de maman à Rebecca, Cass a appelé Olivia ce matin et a menacé de porter l'affaire devant Méridian, heure, 9h04. En dessous, j'inscrivis mon premier message texte à Olivia, heure, 10h07. Je contemplais les deux lignes. Il y avait 3 explications dont je ne pouvais encore rien prouver, Olivia avait inventé l'histoire et maman la protégeait, maman avait fourni l'histoire et Olivia s'en servait, ou Thanksgiving les avait si effrayées toutes les deux qu'elles prenaient des décisions stupides en temps réel. La 3e explication aurait été commode. Les familles adoraient les explications commodes. Les filles en colère aussi. Mon téléphone se mit à vibrer. Olivia. Je le laissai sonner 2 fois avant de répondre. Allô? Qu'est-ce que tu es en train de faire, bordel? Sa voix résonnait si fort que j'éloignai le téléphone d'1 pouce de mon oreille. Pose une question plus précise. Tu sais exactement de quoi je parle. Cette phrase m'avait toujours fasciné. Les gens la disaient généralement lorsqu'ils voulaient qu'on leur attribue le mérite d'avoir communiqué quelque chose qu'ils n'avaient en réalité pas communiqué. Je me reculai sur ma chaise d'hôtel. As-tu écrit le profil Méridian toi-même? Une pause. Pourquoi? Ce n'est pas une réponse. Oh mon Dieu, Cass. C'est exactement ce que maman a dit que tu ferais. Nous y voilà. Pas même 30 secondes. Quelle partie? Tu te sens embarrassé et soudain, tout le monde devient un projet de recherche pour toi. Étais-tu à Halifax? Une autre pause, plus courte, plus révélatrice. Tu m'appelles sérieusement pour ça? Étais-tu physiquement à Halifax quand j'ai fait cette présentation? Tu sais bien que non. Parfait. Cela fait gagner du temps. Olivia expira brusquement.
C'était une histoire. C'était écrit à la première personne. C'était sur ce que notre famille a traversé. Non, cela te décrivait assise à mes côtés après une conférence à laquelle tu n'as pas assisté. Tu es obsédé par les détails techniques. Être dans un autre pays est un détail technique de taille. Tu vois, c'est pour ça que personne ne peut te parler. La réplique était si familière que j'ai failli rire. Presque. Au lieu de cela, mon stylo glissa sur le bloc-notes de l'hôtel. Personne ne peut te parler, écrivis-je. Non pas parce que la phrase prouvait quoi que ce soit, mais parce que je commençais à remarquer à quel point mes proches recouraient à des jugements sur ma personnalité dès que je posais des questions sur des faits. Qui t'a donné l'histoire de l'amande poivrée, demandai-je. Olivia fit silence. Dehors, un train de banlieue grinça au-delà des immeubles. Maman m'a aidé à me souvenir de certaines choses. Mon stylo s'arrêta. Se souvenir? Tu vois ce que je veux dire. Non, en fait, cela devient un problème récurrent ce matin. Elle m'a aidé pour la section personnelle. À quel point? En quoi ça importe? Parce que la phrase sur le thé à l'amande poivrée vient d'un email que j'ai envoyé à maman. Ça ne veut rien dire. Ça veut dire que tu ne t'en souvenais pas, Cass, c'est arrivé à notre famille. Non, ma voix sortit plus plate que prévu, c'est arrivé à moi. Tu penses posséder le moindre souvenir que les gens ont de toi. Je possède le droit de m'opposer quand quelqu'un réécrit l'un de mes souvenirs à la première personne. Tu es jalouse. Peut-être que cela la stoppa. Il pouvait presque l'entendre recalculer. Alors tu l'admets? J'admets que la jalousie soit possible. Cela ne te place toujours pas à Halifax. Jésus-Christ. Savais-tu que je n'avais jamais donné mon accord pour que cette histoire soit utilisée? Pas de réponse. Ce n'était pas la même chose que de ne pas savoir. Olivia. Qu'est-ce que tu voulais que je fasse? Que je t'appelle pour te demander la permission de mentionner ma propre enfance? Tu avais 19 ans quand Halifax est arrivé. Silence de nouveau. Tu n'étais pas une enfant. Ça m'a affecté. Alors écris sur la façon dont cela t'a affecté. La pièce me parut soudain trop chaude. Je me levai et m'approchai de la fenêtre. N'écris pas que tu as tenu une tasse que tu n'as jamais touchée. Tu fais toujours ça. Faire quoi? Prendre un truc stupide et le décortiquer jusqu'à ce que tout le monde se sente immonde. Il y avait un frémissement sous sa colère à présent. Pas de la peur exactement, mais quelque chose de proche de se sentir acculé par la précision. Ce profil parle de ma vie, dit-elle. Et ce paragraphe parle de la mienne. Tu te fiches des bourses d'études. Exact. Tu te fiches de ce genre de reconnaissance. Également exact. Alors pourquoi fais-tu ça? Celle-là me toucha. Pendant une seconde, je me revis à Thanksgiving, à côté de la poubelle, riant à m'en faire mal aux côtes, mon manteau par terre, de la sauce au canneberge sur la chaussure de maman, papa fixant la table renversée comme si le mobilier l'avait personnellement trahi. Pourquoi cela m'importait-il? La réponse facile était parce qu'ils avaient menti. La réponse plus difficile était que le profil d'Olivia avait pris l'un des rares moments de ma vie où j'avais eu peur pour le transformer en preuve de sa compassion. Pire encore, il m'avait transformé en l'objet défectueux pour lequel elle éprouvait de la compassion. Parce que tu t'es servi de moi, dis-je. Les mots me parurent étranges sans plaisanterie pour les enrober. Olivia ne répondit pas immédiatement. Quand elle le fit, sa voix était plus douce. Maman a dit que tu t'en ficherais. Je fermai les yeux. Encore une fois. Maman a dit que tu t'en ficherais. Même idée, autre pièce. N'utilise plus jamais une histoire de ma vie sans me demander. Tu me menaces? Non, je pose une limite. Tu vas aller voir Méridian? Je n'ai pas dit ça. Mais tu pourrais. Oui. C'est une menace. Non, Olivia. La capacité et la menace ne sont pas la même chose. Sa respiration s'accéléra. Tu donnes raison à maman. L'appel prit fin. Pendant plusieurs secondes, je gardai le téléphone contre mon oreille, puis je le baissai et regardai l'heure. 10h23. Maman avait dit à Rebecca que j'avais appelé Olivia et menacé Méridian plus d'une heure avant que cette conversation ne commence. Cela ne prouvait pas pourquoi elle l'avait fait, cela prouvait quelque chose de mieux, elle n'avait pas rapporté un événement, elle en avait fourni un. À midi,
J'étais assise en face de tante Rebecca dans un café à 2 rues de l'hôtel. Elle avait suggéré l'endroit. Un territoire neutre semblait désormais requis pour prendre un café. Rebecca entoura sa tasse de ses 2 mains sans boire. Tu as l'air fatigué. Tu as l'air coupable. Sa bouche se crispa. Voilà la casse que je connais. Voilà la phrase que les gens utilisent quand ils ne veulent pas répondre à la première. Peux-tu éviter de m'analyser pendant 5 minutes? Absolument. Je pris une gorgée de café. À quelle heure maman t'a-t-elle contacté? Tu vois, tu recommences. Tu as dit que tu ne m'analyserais pas. J'analyse la chronologie. Ce n'est pas mieux. Pour moi, si. Elle jeta un coup d'œil vers la fenêtre. Des gens passaient, portant des sacs de course, isolés contre le vent de novembre. Tu as vraiment renversé la table? Ce n'est pas pertinent. Paul Dice que la dinde a heurté le mur. Elle n'a pas heurté le mur. Elle a glissé sous le buffet. Rebecca me fixa. Quoi? L'exactitude importe. Contre son gré, le coin de sa bouche bougea, puis redevint sérieux. Ta mère a appelé avant d'envoyer le message. Qu'est-ce qu'elle a dit? Que tu recommençais. Mes doigts se serrèrent autour de la tasse en carton. Recommencer quoi? Elle ne l'a pas dit exactement. Essaie, Rebecca. Rebecca fronça les sourcils. Elle a dit que Thanksgiving t'avait humilié, et que quand tu te sens humilié, tu fais une fixation. Voilà. Le mot. A-t-elle utilisé ce mot exact? Je pense que oui. Tu penses ou tu sais? Oui, casse, fixation. Elle a dit que tu te fixais sur Olivia parce qu'Olivia avait quelque chose que tu voulais. Qu'est-ce que je voulais? La bourse, l'attention. Je ne sais pas. Tu sais que je travaille pour Méridian. Je sais que tu es consultante pour eux. Pensais-tu vraiment que je voulais une bourse de leadership civique pour jeunes de 23 ans? Quand tu le dis comme ça. Comment devrais-je le dire? Les yeux de Rebecca retombèrent sur son café. Une irritation familière monta en moi, suivie immédiatement par quelque chose de pire, la déception. Elle m'avait connu toute ma vie. Pas très bien, apparemment, mais depuis longtemps. Est-ce que maman a déjà fait ça auparavant, demandai-je. Fait quoi? Mettre les gens en garde contre moi avant mon arrivée. Rebecca ne répondit pas. C'était une absence de réponse très parlante. J'attendis. Finalement, elle dit, parfois, avant les vacances. Depuis combien de temps? Je ne sais pas, des années, casse. Ta mère s'inquiète. De quoi? Que quelqu'un dise quelque chose et que tu réagisses. Alors elle appelle les gens d'abord. Elle essaie de maintenir la paix. La formule était si usée qu'elle aurait pu être un héritage familial. Qu'est-ce qu'elle dit? Rebecca semblait de plus en plus mal à l'aise. Des choses comme, si Cass a l'air en colère, ne le prend pas personnellement, ou elle est sous pression au travail. Un rire m'échappa, bref elle est. Elle ne sait même pas sous quelle pression je suis au travail. Je te le dis parce que tu as demandé. Je sais. La colère voulait se déporter vers Rebecca. C'eût été facile, elle était assise juste là. Pas maman. Au lieu de cela, je demandais, quand elle t'a mise en garde à mon sujet, l'as-tu déjà appelé après coup pour lui demander ce qui s'était réellement passé? Le visage de Rebecca changea. Non. Une seule syllabe. Cela fit plus de mal que la poubelle. Au moins, papa avait traîné la chaise lui-même. Rebecca avait sous-traité son jugement. Donc, quand maman t'a dit que j'avais menacé Olivia ce matin, tu l'as cru. Je ne sais pas quoi croire. Tu m'as appelé pour me dire de ne pas aggraver les choses. J'essayais d'aider. Je sais, ma voix s'adoucit malgré moi. C'est bien ce qui m'inquiète. Elle leva les yeux. La table entre nous parut soudain beaucoup plus petite. À partir de maintenant, si maman te dit que j'ai dit quelque chose, demande-moi avant de le répéter. Rebecca fronça les sourcils. Tu me veux au milieu de tout ça? Non, au contraire. Je veux que tu sortes du système de relais. On dirait une de tes phrases de travail. C'en est probablement une. Et si tu ne veux pas t'impliquer,
Alors ne répète aucune des deux versions. Cela fit son effet. Rebecca acquiesça une fois. Pas de manière dramatique, pas comme quelqu'un qui se ralliait à ma cause, juste une femme réalisant que la neutralité avait exigé plus de participation qu'elle ne l'avait admis. Avant que nous ne partions, elle me transmit le fil de discussion original au lieu d'une autre capture d'écran tronquée. Je la remerciai. Elle me dit, s'il te plaît, ne me fais pas regretter. Cette partie-là dépend de maman. Non, Cass. Cette partie-là dépend de toi aussi. C'est juste. Je détestais la justice quand elle venait de quelqu'un d'autre. De retour à l'hôtel, Halifax devint plus simple. Les faits l'étaient généralement. Le musée Briar House conservait des archives publiques des événements de donateurs. 4 ans plus tôt, le soir même où j'avais pris la parole au forum sur les systèmes adaptatifs d'Halifax, Olivia avait été photographiée dans le New Jersey à côté d'une ridicule sculpture sur glace en forme de cygne, avec l'heure indiquée sur le programme de la galerie. Son nom figurant sous la mention « Personnel junior du développement ». Je sauvegardai les liens publics, puis je retrouvai le vieux programme d'Halifax. Mon nom figurait dans la session de l'après-midi. Un organisateur de la conférence confirma par email que j'avais bien été inscrite et que leur liste de bénévoles archivés comprenait une certaine Mara Singh, affectée à l'assistance aux conférenciers ce jour-là. Je ne demandais pas à Mara de se souvenir de moi. Je n'en avais pas besoin. La personne importait moins que le schéma. Ensuite, j'ouvris mon ancien message à maman, une bénévole nommée Mara m'a tendu du thé à la menthe poivrée dans une tasse en carton pendant que j'essayais d'empêcher mes mains de trembler. La formulation d'Olivia dans son profil, je me suis assise à côté de ma sœur avec du thé à la menthe poivrée dans une tasse en carton pendant qu'elle luttait pour se calmer. Ma peau frissonna, non pas parce que j'avais découvert un chef-d'œuvre de tromperie, mais parce que le vol était si ordinaire. Maman avait pris une phrase vulnérable que je lui avais envoyée en privé et l'avait polie pour en faire un argument moral pour Olivia. J'ajoutai 3 lignes au document, puis je m'arrêtai. Mon curseur clignotait sous le projet Lumen. Celui-là flottait à la lisière de mon esprit depuis la veille. 4 ans auparavant, j'avais 24 ans et je terminais la période d'études doctorales la plus affreuse de ma vie. Le projet Lumen avait commencé comme le genre d'opportunité de recherche pour laquelle on était censé se sentir reconnaissant, une vaste base de données, des professeurs expérimentés, un fort potentiel de publication de haut niveau. Puis la formulation de la conclusion commença à s'éloigner plus que les données ne le permettaient. Ce n'était pas fabriqué, cela aurait été plus simple, c'était de l'interprétation déguisée en certitude. Je refusai de signer la version finale. Des réunions s'ensuivirent, puis des disputes, puis mon père décida que le problème n'était plus universitaire, mais que c'était moi. Le vieux fil de discussion était toujours dans mes archives. Je ne l'avais pas ouvert depuis des années. 2. Richard Valla, professeur Elise Morgan objet, Cassandra. Je me souvins de l'humiliation avant même de cliquer. Papa avait écrit qu'il contactait Élise à la fois comme père et ancien doyen parce qu'il s'inquiétait pour mon jugement et mon bien-être. Il m'avait mis en copie à 24 ans, comme si introduire mon parent dans un conflit doctoral était un acte de bienveillance et non une intrusion. La réponse d'Élise figurait en dessous, « Richard, j'apprécie votre sollicitude, mais Cassandra est une chercheuse adulte et notre désaccord est professionnel. » Pour plus de clarté, elle n'a pas été licenciée ni retirée du projet Lumen. Cassandra a choisi de se retirer après avoir refusé d'avaliser la formulation interprétative actuelle. Toute discussion ultérieure concernant sa participation devrait l'inclure directement. Ma gorge se serra. Je me souvins de ma première lecture de ces mots. J'avais été trop furieuse de l'ingérence de papa pour comprendre ce qu'il signifiait d'autre. Il savait. Il avait toujours su. Une semaine après cet email, maman avait dit à tante Rebecca que j'avais été retiré d'un projet majeur parce que je ne pouvais pas me contrôler sous la pression. Richard était assis à ses côtés. Il n'avait rien dit. La pièce autour de moi devint floue pendant une seconde. Je fermai l'ordinateur portable. Pas d'analyse, pas de phrase intelligente, juste de la respiration. Le problème quand on est très doué pour identifier les systèmes, c'est que parfois on peut se cacher à l'intérieur de leur rôle, de leurs incitations, de leurs intrants et de leurs extrants. On peut appeler une blessure un schéma et prétendre que cela la rend moins personnelle. Ce n'était pas le cas. Mon téléphone vibra de nouveau. Cousine amie, s'il te plaît, arrête de te fixer sur Olivia. C'est censé être le moment le plus heureux de sa carrière. Avant que je ne puisse répondre, l'oncle Paul envoya,
Quoi qu'il se soit passé jeudi, faire une fixation sur sa bourse ne fera que donner raison à tout le monde. Oublions le premier message, puis Rebecca, ta maman dit à tout le monde que tu fais encore une fixation. Je lui ai dit qu'elle devrait te parler directement. 3 messages, un seul mot, fixation. Je cherchais mes anciens fils de discussion avec amis. Aucun résultat. Paul, aucun. Rebecca l'avait utilisé une fois ce matin-là. Le langage de maman se propageait dans la famille plus vite que ma version des faits ne le pouvait. Pendant 10 minutes, je fus tenté de leur répondre à tous, non pas sur le coup de l'émotion, mais de façon pire, méticuleusement. J'aurais pu rédiger un message de 6 paragraphes qui disséquait chaque contradiction et faisait passer 3 adultes pour des idiots avant le dîner. Au lieu de cela, j'ouvris la fiche contact de maman. Si tu as besoin de communiquer avec moi au sujet d'Olivia ou de Méridian, écris-le. Son appel arriva 11 secondes plus tard. Rejeté. Une deuxième fois. Rejeté. Une troisième fois. Rejeté. Puis un message apparut dans le groupe familial, dimanche, préparation du thé de Noël à 16h. Nous préparons les paniers de bienfaisance comme d'habitude. Rebecca, apporte le ruban si tu l'as encore. Paul, nous avons besoin des grands cartons. Parfaitement normal. Puis un autre message de maman, puisque tout le monde sera déjà réuni, nous devrions prendre quelques minutes pour parler en famille de notre inquiétude face à Cass qui devient obsessionnel et met en péril l'avenir d'Olivia. Mon pouce resta suspendu au-dessus de l'écran. L'après-midi de préparation des paniers de Noël avait lieu chaque année. Rebecca venait, Paul venait, Amy arrivait généralement en retard et mangeait la moitié des biscuits tout en faisant semblant de faire des nœuds. Personne n'avait été convoqué à travers tout le pays pour une intervention. Maman avait simplement pris une tradition familiale existante et m'avait mise à l'ordre du jour. Malin. Puis je vérifiai quand le fil de planification avait commencé, 9h42 ce matin-là. Je le fixais. À 9h04, maman avait dit à Rebecca que j'avais déjà menacé Olivia. À 9h42, elle commençait à organiser une discussion familiale sur mon obsession. À 10h07, je contactais Olivia pour la première fois. La colère en moi devint très calme. Il y avait une différence entre quelqu'un qui comprenait mal ce que vous aviez fait et quelqu'un qui préparait l'explication avant même que vous ne le fassiez. Maman ne réagissait pas à mes actes, elle préparait tout le monde à m'interpréter. Et pour la première fois en 28 ans, j'avais les horodatage pour le prouver. Les horodatage auraient dû me soulager. Ce ne fut pas le cas. Le dimanche soir, mon document contenait assez de contradictions pour m'indiquer que something n'allait pas, mais pas assez pour me dire exactement jusqu'où cela allait. Cette distinction importait. Les gens comme ma mère survivaient en rendant la certitude émotionnelle. Si je disais, tu me pièges, Eleanor pouvait répondre, tu es paranoïaque. Si je disais, tu as menti, elle pouvait répondre, j'étais inquiète. Si je disais, tu manipules tout le monde depuis des années, elle pouvait transformer la conversation en un référendum sur ma personnalité avant même que quiconque n'atteigne les preuves. Donc, le lundi matin, je fis la chose la moins satisfaisante possible, je me signalai moi-même. Le bureau de Méridian à Washington occupait 3 étages calmes d'un bâtiment qui semblait vigoureusement désintéressé par l'idée d'être impressionnant. Pas de hall en marbre, pas de lettres d'or, juste du verre, du bois clair, des accès par badge et des gens transportant leur café comme si la caféine était un secret d'État. Le docteur Naomi Shen me reçut dans une salle de réunion à 11h. Elle avait 51 ans, était précise et presque impossible à impressionner. L'une des raisons pour lesquelles je l'appréciais. Elle s'assit en face de moi et ouvrit son ordinateur portable. Tu as signalé cela comme une déclaration de conflit d'intérêts. Oui. Pas comme une plainte d'éthique? Non. Cela retint son attention. Explique. L'une des finalistes de la bourse de leadership civique est ma jeune sœur. Les doigts de Naomi s'arrêtèrent au-dessus du clavier. Olivia Val? Oui. Tu n'étais pas au courant de sa candidature? Non. Et maintenant, son profil public de finaliste contient des affirmations sur mon histoire personnelle que je conteste. Naomi se pencha en arrière. Des affirmations liées à ton travail chez Méridian? Non, liées à ma vie. As-tu participé à sa sélection? Non. As-tu accédé à son dossier de candidature? Non. As-tu actuellement accès à ces données,
éventuellement via des systèmes que tu utilises pour d'autres projets? Son expression changea. Pas une accusation, un calcul. L'as-tu ouvert? Non. Bien. Ce simple mot m'irrita plus qu'il n'aurait dû. Heureuse de t'avoir satisfaite. Cass, je sais. Non, je ne pense pas que tu saches. Elle croisa les mains. Tu es en colère. Je suis charmante. Tu as renversé une table de Thanksgiving. Mes yeux se plissèrent. Comment le sais-tu? Tu me l'as dit il y a 30 secondes dans l'ascenseur. C'est vrai. Je me frottais le front. Bon. Le problème n'est pas que tu sois en colère. Le problème est que la colère incite à rassembler des informations que tu n'as normalement pas le droit d'utiliser. Je ne l'ai pas fait. Je sais. Naomi tourna l'ordinateur vers moi. Je te récuse de tout accès lié à cette bourse d'études, avec effet immédiat. La phrase résonna plus durement que prévu. Non pas parce que je voulais juger Olivia, mais parce que perdre l'accès signifiait renoncer à la certitude. Il y avait des questions auxquelles j'aurais pu répondre en quelques minutes si j'avais vu le dossier. Qu'est-ce qu'Olivia avait réellement soumis? L'histoire d'Halifax figurait-elle dans la candidature elle-même ou seulement dans le profil public? Maman avait-elle aidé pour les recommandations? Combien d'autres fragments de ma vie avaient été convertis en preuve de moralité pour Olivia? Toutes ces informations se trouvaient désormais derrière une porte que je venais de demander à Naomi de verrouiller. Cela inclut les notes d'évaluation archivées, dit-elle, les récits d'appui, les documents de référence et tous les systèmes secondaires. Compris. Tu recevras une confirmation par écrit. Très bien. Et si tu as besoin de corriger une déclaration publique te concernant, utilise l'attribution du sujet et la correction factuelle. Cela ne me donnera pas accès au dossier sous-jacent. Non. C'est gênant. Ce n'est pas censé être commode. Naomi m'étudia un instant. Tu n'as pas besoin d'accéder à leur dossier confidentiel pour corriger ta propre biographie. Cela me réduisit au silence, principalement parce que c'était vrai. Elle poursuivit, la bourse d'études effectue déjà des vérifications de routine avant la sélection finale. Les affirmations matérielles sont vérifiées, les références peuvent être contactées, le langage du profil public peut être comparé aux documents d'appui. Si une incohérence est signalée, l'équipe de vérification s'en charge. Indépendamment de moi, complètement. Tu ne gères pas cette équipe? Non. Puis-je communiquer avec eux? Pas au sujet de ta sœur. Et s'ils me contactent? Alors réponds uniquement à ce que tu sais directement et consigne le contact par écrit. Simple. Ennuyeusement simple. Pas de levier secret, pas de coup de téléphone spécial, aucune chance de s'immiscer chez Méridian pour organiser la fin que je voulais. Juste une limite. Propre. Avant de partir, je signai la déclaration par voie électronique. Naomi regarda la confirmation s'afficher. Voilà, dit-elle. Je me suis retiré avec succès de la partie amusante. Elle faillit sourire. On ne t'a jamais embauché pour que tu profites de la partie amusante. Non. J'ai été embauché parce que d'autres personnes la gâchent. De retour à l'hôtel, Olivia m'attendait dans le hall. Elle se leva dès qu'elle me vit. Tu m'as dénoncé. Pas de bonjour, pas de manteau malgré l'air de novembre qui s'engouffrait par les portes tambours derrière moi. Juste une accusation. J'ai signalé mon conflit d'intérêts. C'est la même chose. Non. Méridian m'a envoyé un email ce matin. Cela attira mon attention. Qu'ont-ils dit? Ses yeux se plissèrent. Dis-le-moi, toi. Je ne le peux pas. Tu ne le peux pas ou tu ne le veux pas? Les deux, Olivia. Elle rit une fois. Tu es incroyable. C'est ce qu'on m'a dit. As-tu dit que j'avais menti? Non. Leur as-tu montré le profil? J'ai déclaré qu'un profil public lié à une finaliste qui m'est apparentée contenait des affirmations sur ma vie que je contestais. Sa mâchoire se contracta. Tu m'as fait passer pour une fraudeuse. J'ai décrit le conflit. Tu fais toujours ça. Tu dis quelque chose avec ta petite voix de scientifique sans vie et tu prétends que la formulation signifie que tu n'as rien à voir avec ce qui se passe ensuite. Il y avait assez de vérité là-dedans pour me piquer. Plutôt que de répondre, je me dirigeai vers un coin salon près des fenêtres.
Après une hésitation, elle me suivit. Nous nous assîmes l'une en face de l'autre. Pas de mère, pas de père, pas de tante faisant semblant de regarder son téléphone. Juste Olivia et moi. Qui a écrit le profil, demandai-je. Tu me l'as déjà demandé. Tu n'as pas répondu. Je l'ai écrit. Entièrement. Son regard tomba sur la table basse. Principalement. Qui a écrit brillante mais instable? Je ne m'en souviens pas. Essai. Maman a aidé à éditer. À quel point? Elle a peaufiné certaines choses. C'est une phrase que les gens utilisent quand ils ne veulent pas quantifier. Olivia leva les yeux au ciel. Voilà. Tu ne peux pas simplement parler comme une personne normale? Je parle comme une personne. Non, tu parles comme quelqu'un qui prend des notes derrière une vitre. Cela aurait dû me mettre en colère. À la place, cela me rappela quelque chose que papa disait souvent, analyser une pièce mais ne pas pouvoir y survivre. Je croisai les mains pour éviter de tapoter mon pouce contre mes doigts. Est-ce que maman t'a donné l'histoire de Halifax? Olivia fixa le tapis. Oui. Savais-tu que tu n'y étais pas? Sa tête se redressa brusquement. Évidemment que je savais que je n'y étais pas. Et tu l'as quand même écrite à la première personne? J'ai modifié certains détails. Tu as modifié la personne. Tu as l'air de dire que j'ai volé ton identité. Tu as emprunté ma peur parce qu'elle te faisait paraître compatissante. Elle se figea. Pour une fois, aucune défense immédiate ne vint. Autour de nous, le hall continuait sa vie comme si de rien n'était, des valises roulant sur le carrelage, le timbre de l'ascenseur, quelqu'un riant près de la réception. Olivia parut soudain plus jeune que ses 23 ans. Pas innocente, juste jeune. Les gens écoutaient quand je la racontais, dit-elle. Voilà. Pas des excuses, mais quelque chose de plus utile. Pourquoi? Elle haussa les épaules, puis secoua la tête. Parce que l'essai avait besoin de quelque chose de personnel. Maman a dit que les trucs du musée étaient trop lisses. Alors elle m'a donné toi. Ce n'est pas juste. Est-ce inexact? Elle a dit que tu t'en ficherais. J'expirai lentement. Tu n'arrêtes pas de répéter ça. Parce que tu agis comme si c'était le cas. Alors ça transforme tes souvenirs en ressources libres d'accès. Tu fais des blagues sur tout. Apparemment, c'était juridiquement contraignant. Arrête, Olivia pressa ses deux mains contre ses genoux. As-tu la moindre idée de ce que c'était de grandir avec toi? Voilà une porte qui s'ouvrait, pas nécessairement sur la vérité, mais quelque part. C'était comment? Son expression se fit plus vive, méfiante face à la question. Tu étais toujours la tempête. J'attendis. Maman disait toujours ça. Quelque chose en moi s'enclencha, sans bruit, sans triomphe, se mettant simplement en place. Olivia continua, tu entrais dans une pièce et tu corrigeais tout le monde. Tu te disputais avec papa. Tu disparaissais pendant des jours parce que tu étais fâché. Maman devait expliquer aux gens. Expliquer quoi? Que tu ne pensais pas les choses comme elles résonnaient. Que tu étais submergé. Que tu allais te calmer. Et toi? Un léger haussement d'épaule. Elle disait que j'étais celle qui savait comment rassurer les gens. Celle qui comprenait les gens. La phrase de Thanksgiving me revint. Olivia avait été élevée dans la comparaison. Moi aussi. Si elle était stable, il fallait que quelqu'un soit instable. Si elle était empathique, il fallait que quelqu'un ait besoin d'empathie. Si elle était la fille qui mettait les gens à l'aise, il fallait que quelqu'un les mette mal à l'aise. Rien de tout cela ne l'absolvait. Elle avait 23 ans, pas 13. Elle savait que Halifax ne lui appartenait pas. Elle savait que je n'avais jamais consenti. Elle avait pris le matériel parce qu'il fonctionnait. Et pourtant, assise là, je réalisais que j'avais fait la même erreur intellectuelle que je raillais chez les autres, j'avais confondu la personne qui bénéficiait d'un système avec la personne qui l'avait conçu. Je croyais que c'était toi, dis-je. Olivia cligna des yeux. Quoi? Le profil, l'histoire, Thanksgiving. Je pensais que tu dirigeais tout ça. Je n'ai pas dit à papa de te mettre à côté de la poubelle. Tu ne l'as pas arrêté. Sa bouche se contracta.
Non. Cette réponse importait. Pas d'excuse, juste un non. Maman m'a dit que tu en rirais. Elle a dit. Elle a dit que tu détestes les trucs sentimentaux et que tu trouverais le profil stupide. Est-ce que tu l'as cru? Olivia détourna le regard. Je voulais la croire. Il y avait d'autres questions, des centaines. Je n'en posais qu'une, est-ce que maman t'a dit que j'avais menacé la bourse d'études avant que je ne te contacte? Son visage changea. Menacé? Elle a dit à Rebecca à 9h04 vendredi matin que je t'avais déjà appelé et que j'avais menacé Méridian. Olivia fronça les sourcils. Tu ne m'as pas appelé alors. Je sais. Tu as reçu mon SMS après 10 heures. Je sais. Le pli entre ses sourcils se creusa. Ça n'a pas de sens. Non. Pour une fois, aucune de nous deux ne tenta d'en trouver un. Après le départ d'Olivia, Richard devint le problème suivant. Le vieux fil de discussion du projet Lumen avait passé 4 ans enfoui dans mes archives et environ 40 minutes à brûler un trou à travers mon ordinateur portable. L'appeler n'appartenait à aucune stratégie brillante, c'était un test précis. Il répondit à la 4e sonnerie. Casse. Pas de salutation, juste mon nom sur ce ton épuisé que les parents utilisent lorsqu'ils croient que votre existence est un fardeau administratif. Savais-tu que je n'avais pas été licencié du projet Lumen? Silence. Pas de la confusion, pas de « quoi ?» Du silence. Papa? Oui. La chambre d'hôtel sembla se contracter. Depuis combien de temps? Que veux-tu dire? Tu as envoyé un email à Élise, elle nous a répondu à tous les deux. Elle a explicitement dit que je n'avais pas été renvoyé. Je m'en souviens. Alors tu savais? Oui. Une réponse claire. J'aurais préféré qu'il mente. Un mensonge m'aurait donné quelque chose de plus simple à détester. Pourquoi as-tu laissé maman raconter à tout le monde que j'avais été retiré du projet parce que je ne pouvais pas supporter la pression? Il exhala. La situation était compliquée. L'email faisait 3 paragraphes. J'avais 24 ans. J'étais un adulte. Tu prenais une décision de carrière alors que tu étais furieuse. Alors tu as contacté ma responsable de recherche derrière mon dos. Je t'ai mise en copie. Ça ne rend pas la chose moins intrusive. Je m'inquiétais pour toi. Tu t'inquiétais, alors tu as essayé de transformer ma chercheuse principale en babysitter. Ce n'est pas ce qui s'est passé. C'est exactement ce qui s'est passé de mon côté de l'email. Il se tut. Ma main avait commencé à trembler. Cela m'irritait, non pas parce que c'était un signe de faiblesse, mais parce que mon corps avait apparemment décidé que 4 ans plus tard était le moment idéal pour déposer une plainte. Maman a raconté que j'avais fait une dépression, dis-je. Elle essayait de simplifier. Il n'y avait rien de simple à me qualifier d'instable. Tu as quitté le projet. Tu as quitté Princeton. Tu nous as à peine parlé pendant des mois après. Après que tu te sois immiscé dans mon travail. Tu vois, c'est ce que je veux dire. Quoi? Tu prends toujours une chose et tu en construis un dossier. Le rire faillit venir. Je l'avalai. Non. Quoi? Pas de plaisanterie, pas de réponse intelligente. Dis-moi juste pourquoi tu ne l'as pas corrigé. Un lourd silence, puis Richard dit, parce que toute l'histoire aurait déclenché une autre dispute. Quelque chose en moi se stabilisa. Pas guéri, mais stabilisé. L'histoire complète était inconfortable. Ce n'est pas ce que j'ai dit. C'est ce que tu as choisi, Cass. Non. C'était la question. Je mis fin à l'appel. Pendant plusieurs minutes, je restais debout près de la fenêtre, observant les gens se déplacer sur le trottoir en bas. Pas de tableau, pas de schéma, pas d'explication. Juste une phrase dans ma tête, il savait. J'avais passé des années à traiter papa comme un témoin faible, il s'avérait qu'il était un témoin informé. Cet après-midi-là, je quittai l'hôtel et repris la route pour Washington. Mes parents s'attendaient à ce que je reste à Princeton tout le week-end. Je le savais parce que maman m'avait déjà envoyé un message me demandant de récupérer du ruban pour la préparation des paniers de dimanche. Pas de demande, juste une consigne, prends 4 rouleaux de ruban doré, pas celui avec du fil de fer,
l'ancienne version. L'ancienne version de moi en aurait acheté 6, puis se serait plainte, puis aurait fait une plaisanterie sur le travail forcé des vacances, puis serait venue quand même. Au lieu de cela, garé dans le garage de mon appartement, j'ouvris le fil de discussion de la famille et le mis en sourdine. Un mois, proposait l'application, 8 heures, une semaine ou toujours. Je choisis un mois, car apparemment la croissance personnelle s'accompagnait encore de périodes d'essai. À l'étage, mon appartement ressemblait exactement à ce que j'avais laissé, 2 tasses dans l'évier, des documents de recherche couvrant la moitié de la table de la salle à manger, une plante de basilic mourante que je refusais de déclarer morte. Des choses normales, les miennes. Mon porte-clés atterrit dans le bol en céramique près de la porte, clé de la maison, badge du bureau, clé de voiture, et une clé en laiton de la maison de mes parents. Je la fixai. Ils me l'avaient donnée à mes 18 ans en répétant « Tu auras toujours un foyer ici ». Phrase intéressante compte tenu de leur politique de placement. La clé quitta l'anneau. Je la glissai dans une petite enveloppe et écrivis papa sur le devant. Pas de mots dramatiques, pas de menaces, juste une reconnaissance physique que l'accès fonctionnait dans les deux sens. Puis j'ouvris mon calendrier. L'après-midi de samedi avait été bloqué pour la préparation de Noël. Personne ne l'avait demandé, je l'avais bloqué moi-même des mois auparavant parce que c'était ce que je faisais, laisser des espaces libres, rester disponible. Construire une vie d'adulte à Washington tout en préservant des issues de secours vers une maison qui n'avait jamais cessé de me traiter comme une adolescente difficile. Supprimé. Le créneau disparut. Un collègue de travail avait invité la moitié de l'équipe à un dîner décontracté après une date butoir ce vendredi-là. Normalement, j'aurais décliné parce que je serais probablement rentré chez moi. Cette fois, j'acceptais. Non pas parce que mes collègues étaient ma nouvelle famille magique, ils ne l'étaient pas. Mais parce que ma mère ne possédait pas les cases vides de mon calendrier. La prise de conscience était embarrassante de simplicité, elle me fit aussi plus de bien que de renverser la table. Le mardi soir, Rebecca m'envoya un autre message, non pas une capture d'écran, mais un export du fil de discussion original. Je l'ouvris à ma table de salle à manger, à côté du cadavre de basilic. Le message de maman de 9h04 apparaissait exactement comme avant, Cass a appelé Olivia ce matin et a menacé de porter l'affaire devant Méridian. Puis une deuxième ligne que je n'avais pas vue dans l'image recadrée, si elle vous contacte, ne discutez pas. Laissez-la faire. Les gens ont besoin de voir comment elle se comporte quand elle fait une fixation. Je le lus 2 fois, puis une 3e fois. La première phrase revendiquait un événement qui s'était déjà produit, la seconde demandait à Rebecca d'interpréter mon comportement futur. C'était important. Ma mère avait fait plus que me prédire, elle avait fourni la légende de la carte avant même que quiconque n'ait vu le territoire. Une nouvelle ligne s'ajouta au document. Fait, Eleanor a rapporté un contact établi à 9h04. Fait, mon premier contact a eu lieu à 10h07. Fait, Eleanor a ordonné à Rebecca de traiter toute communication future comme une preuve de fixation. Déduction, le comportement futur était précadré. Pas de diagnostic, pas de maman est diabolique, pas de titre dramatique. Juste la séquence. La séquence suffisait. Le message pour la préparation de Noël de dimanche restait épinglé en haut de la discussion familiale. Rebecca avait le ruban, Paul avait les cartons, Amy s'était porté volontaire pour apporter les biscuits. Maman avait organisé les rouages normaux de l'après-midi exactement comme elle le faisait chaque année. C'était ce qui rendait la chose habile, personne n'avait à accepter d'assister à une intervention, il devait seulement venir préparer des paniers de bienfaisance. Puis, une fois que tout le monde serait dans la maison, ma mère pourrait pivoter des boîtes de conserve à Cassandra. Un public captif, des gens qui avaient déjà reçu le vocabulaire, fixation, obsessionnelle, menaçante. Si je refusais de venir, mon absence pouvait servir de preuve. Si je venais et explosais, l'explosion pouvait servir de preuve. Si je restais et tentais d'expliquer chaque vieille blessure, maman pouvait enterrer l'horloge sous 28 ans d'émotion. 3 mauvaises options. J'en créai donc une 4e. Une seule feuille de papier sortie de l'imprimante. En haut, vendredi 9h04, Eleanor dit à Rebecca que j'ai appelé Olivia et menacé Méridian. 10h07, premier contact de ma part vers Olivia. Rien d'autre pour l'instant. Pas de théorie, pas de diagnostic, pas de dossier de 20 pages sur les raisons pour lesquelles ma mère me rendait folle. Une seule contradiction, assez nette pour que n'importe qui dans la pièce puisse la comprendre.
Puis j'envoyai un message à Eleanor, je serai là dimanche à 16h. S'il te plaît, ne change pas la liste des invités. Sa réponse arriva moins d'une minute plus tard, Dieu merci, nous voulons juste t'aider. Les mots s'affichèrent sur mon écran. 4 jours plus tôt, j'en aurais ri. Au lieu de cela, j'imprimai un second exemplaire de la chronologie, glissai les 2 pages dans un dossier et fermai mon ordinateur portable. Ma mère avait passé 28 ans à apprendre aux gens comment m'interpréter. Dimanche, j'allais leur demander de regarder l'horloge. Dimanche à 16h, ma mère me tendit un rouleau de ruban adhésif. Pas de salutation, pas d'excuses. Du ruban adhésif. Les grands cartons d'abord, dit Eleanor. Les conserves sont plus lourdes. Pendant une demi-seconde, j'ai presque admiré l'efficacité. Le salon des Val avait été converti en la même chaîne de montage de Noël que chaque décembre. Des cartons recouvraient le tapis. Tante Rebecca était assise à la table de la salle à manger, découpant le ruban doré. L'oncle Paul triait des boîtes de conserve par groupe de 6. Amy était arrivé avec les biscuits et en mangeait déjà un tout en faisant semblant de disposer des cartes de vœux. Tout sentait la cannelle, le thé et le carton ondulé. Normal. C'était le but. Personne n'avait traversé l'État pour assister à une intervention dramatique pour Cassandra Val. Ils étaient venus assembler des paniers de bienfaisance. Maman m'avait simplement ajouté à l'inventaire de l'après-midi. « Où veux-tu ça ?» demandai-je en soulevant un carton de pâtes. Elle cligna des yeux, apparemment surprise de ma coopération. Près de Paul. Formidable. Ma bouche faillit produire une autre plaisanterie. Je l'arrêtai. Pas de blague aujourd'hui. Cette règle avait semblé ridicule quand je l'avais établie à Washington, debout dans la maison de mes parents, je compris pourquoi j'en avais besoin. Le sarcasme m'avait toujours permis d'avoir l'impression de contrôler la température de la pièce, il donnait aussi à chacun un prétexte pour discuter de ma manière de dire les choses plutôt que de ce qui était dit. Je empilai donc les pâtes, scotchai les cartons, et écrivis les dates d'expiration là où Rebecca me le demandait. Olivia restait près de la cheminée, nouant les étiquettes de cadeaux avec plus de force que le ruban n'en exigeait. Papa se déplaçait d'une pièce à l'autre, transportant des boîtes et demandant à chacun s'il voulait du café. Personne ne mentionna Thanksgiving, personne ne mentionna Halifax, personne ne mentionna le fait que la dernière fois que je m'étais tenu dans cette salle à manger, la dinde avait fini sous le buffet. À 16h48, le dernier panier fut scotché. Maman regarda les cartons, puis moi. Avant que tout le monde ne parte, dit-elle, nous devons prendre quelques minutes. Nous y voilà. Rebecca posa ses ciseaux. Paul se détendit dans sa chaise. Amy arrêta d'attraper un autre biscuit. Papa se racla la gorge. Olivia fixa le sol. Maman ouvrit plus largement les portes du salon. Pourquoi ne pas nous asseoir? La disposition attendait déjà, le canapé, 2 fauteuils, des chaises de salle à manger à portée de l'autre pièce, et une chaise isolée face à eux tous. Je la regardai. Quelque chose de presque drôle me traversa. Thanksgiving avait apparemment établi une tradition de placement. Maman toucha la chaise isolée. Casse. Plutôt que de m'asseoir immédiatement, je posai mon dossier sur la table basse, puis je m'assis sur la chaise. Pas de poubelle cette fois, un progrès. Eleanor s'assit à côté de Richard. Olivia s'installa à l'autre bout du canapé. Rebecca choisit une chaise près de la fenêtre. Paul et Amy s'installèrent entre eux. Pendant un moment, personne ne parla. Puis maman croisa les mains. Personne ici ne t'attaque. Ouverture intéressante pour une conversation que personne n'avait encore accusée d'être une attaque. Nous t'aimons, poursuivit-elle, mais plusieurs personnes s'inquiètent de la façon dont tu te comportes depuis Thanksgiving. Mes paumes reposaient ouvertes sur mes genoux. Quel comportement? Papa soupira. Cass, écoute pour une fois. C'est ce que je fis. Maman parla en premier. Elle dit que l'humiliation m'avait perturbé. Elle dit que j'avais fait une fixation sur Olivia. Elle dit que je menaçais une opportunité professionnelle simplement parce que ma sœur avait reçu de la reconnaissance. Elle dit que ma réaction à Thanksgiving montrait avec quelle rapidité je pouvais aggraver les choses quand je me sentais exclu. Pas une seule fois elle ne mentionna pourquoi papa avait déplacé ma chaise. Pas une seule fois elle ne mentionna le profil d'Olivia. Pas une seule fois elle ne mentionna Halifax.
Ma mère avait toujours été brillante pour supprimer le stimulus et présenter la réaction comme un événement météo spontané. Paul ajouta qu'il pensait qu'impliquer Méridian était allé trop loin pour un différend privé. Amy dit qu'elle aimerait que je laisse Olivia avoir sa réussite pour une fois. Rebecca regardait principalement ses mains. Papa dit, personne ne dit que tu n'as pas de raison d'être contrarié, nous disons qu'il y a des manières proportionnées de gérer les choses. Olivia me regarda enfin. Tu risques mon avenir parce que tu es en colère. Je ne dis toujours rien. Maman m'observait. Je pus voir le moment où mon absence de réaction commença à la déranger. Cass, j'écoute. Bon, avez-vous fini? Sa bouche se contracta. Si tu veux te montrer dédaigneuse. Je demandai si tous ceux qui voulaient parler s'étaient exprimés. Paul bougea. Je pense que nous avons fait le tour. Bien. J'ouvris le dossier. Maman se pencha en avant. Qu'est-ce que c'est? Une page, Cassandra. Tu voulais une conversation. Je sortis la première feuille. Qui ici a entendu dire que j'avais menacé Olivia avant 10 heures vendredi matin? Personne ne répondit. Puis Rebecca leva légèrement la main. Moi. De ma part? Ses yeux se tournèrent vers maman. Non. De qui? De ta mère. Maman se tourna vers elle. Rebecca. Je gardai ma voix calme. Que as-tu appris exactement? Rebecca avala sa salive. Que tu avais appelé Olivia et menacé d'aller voir Méridian. À quelle heure? Je ne me souviens pas exactement. C'est d'accord. Je posai la feuille imprimée sur la table entre nous. Le message a été envoyé à 9h04. La posture de maman changea, à peine, mais suffisamment. Papa regarda le papier. Olivia se pencha en avant. Je déverrouillai mon téléphone. Mon premier contact avec Olivia était un SMS à 10h07. Paul fronça les sourcils. Qu'est-ce que tu veux dire? Seulement ce que disent les horodatage. Maman eut un petit rire. Oh, pour l'amour du ciel. Je la regardai. À 9h04, tu as dit à Rebecca que j'avais déjà appelé Olivia et menacé Méridian. Je savais où cela menait. Ce n'est pas ce que tu as écrit. Tu étais furieuse. Ce n'est pas non plus ce que tu as écrit. Tu avais déjà renversé une table. Oui, pour une fois, je ne ressens pas le besoin de défendre cette partie. C'était dramatique, c'était destructeur, c'est arrivé. Aucun de ces faits ne crée un appel téléphonique 63 minutes avant mon premier contact. Maman secoua la tête. C'est exactement le genre d'analyse obsessionnelle dont nous parlons. Nous y voilà. Normalement, cette phrase m'aurait poussé à argumenter. J'aurais défendu la précision, raillé le flou, prouvé qu'elle utilisait une mauvaise définition d'obsessionnel. Au lieu de cela, je posais une seule question, est-ce que j'ai appelé Olivia avant 9h04? Maman me fixa. Tu en avais l'intention. Ce n'est pas ma question, Cass. Est-ce que je l'ai appelé? Sa mâchoire se serra. Non. La pièce changea. Pas de façon dramatique, personne ne retint son souffle, aucune musique ne monta. Paul regarda simplement le message imprimé de nouveau, puis maman. Alors pourquoi est-il écrit qu'elle l'a fait? Maman se tourna vers lui. Parce que je savais qu'elle allait contacter Olivia. But, ce n'est pas ce que tu as dit. La voix de Paul n'était pas en colère. C'était pire. Pour la première fois de l'après-midi, ma mère était celle qui s'expliquait. Je me reculai. L'envie de sourire me traversa. Je la laissai passer. Maman tendit la main vers le papier. C'est absurde. Tu prends un message mal formulé et tu en fais une sorte de grand complot. Non, je sortis la deuxième page, je demande d'où vient la formulation. Amy fronça les sourcils. Quelle formulation? Ton SMS disait que je faisais une fixation sur Olivia. Ses joues se colorèrent. Alors Paul a utilisé le même mot. Paul parut agacé. Parce que c'est ce que tu faisais. Rebecca. Elle ferma brièvement les yeux. Ta mère l'a utilisé. J'acquiesçai. Est-ce que chacun de vous veut bien lire le message exact qu'il a reçu? Maman se redressa.
C'est humiliant. Je la regardais. Non, c'est remonter aux sources. Ami ouvrit son téléphone à contre-cœur. Le mien dit, Cass recommence à faire une fixation sur Olivia, s'il te plaît ne l'encourage pas. Paul vérifia le sien. Elle menace d'impliquer Méridian parce qu'elle fait une fixation sur la réussite d'Olivia. Rebecca n'eut pas besoin de chercher, elle m'avait déjà envoyé le fil. Le mien disait, si elle vous contacte, ne discutez pas, laissez-la faire. Les gens ont besoin de voir comment elle se comporte quand elle fait une fixation. La pièce devint silencieuse. Non pas parce que le mot lui-même importait, mais parce que soudain, chacun pouvait entendre la même voix à l'intérieur de messages séparés. Celle de maman. Je posai mes mains sur mes genoux. Aucun de vous n'a vu ce mot de ma bouche. Olivia croisa les bras. Et alors? Maman a utilisé le même mot plus d'une fois. Oui. Tu agis comme si le vocabulaire était la preuve d'un crime. Je n'ai accusé personne de crime. Alors qu'est-ce que tu essaies de prouver? Que bien avant que la plupart d'entre vous ne me parlent, on vous avait fourni une description de ce que signifierait mon comportement. C'est de la folie. Non, ma voix resta plate, c'est chronologique. Olivia regarda maman. Maman me regarda. J'ouvris le profil public de Méridian. Essayons quelque chose de plus simple. Papa se frotta le front. Oh mon Dieu. Halifax. Le visage d'Olivia se crispa. Maman dit immédiatement, nous ne allons pas transformer cela en un autre interrogatoire. Je pose une question à Olivia sur son propre profil publié. Cass, étais-tu à Halifax? Olivia regarda les autres, puis revint vers moi. Non. Ami fronça les sourcils. C'est quoi, Halifax? Une conférence à laquelle j'ai assisté il y a 4 ans. Je gardais les yeux fixés sur Olivia. T'es-tu assise à côté de moi après mon intervention? Non. As-tu tenu une tasse en carton de thé à la menthe poivrée pendant que mes mains tremblaient? Ses lèvres se serrèrent. Non. Je posai le profil à côté du message de maman. Paul se pencha. Qu'est-ce que ça a à voir avec tout ça? Le profil public affirme qu'Olivia a fait exactement cela. Maman intervint. C'était illustratif. Je me tournai vers elle. Le mot est presque élégant. Illustratif de quoi? De ce que toute la famille a vécu avec toi. Ma sœur l'a écrit à la première personne. Cela représentait une vérité émotionnelle. Il y avait une vraie personne là-bas. Maman détourna le regard une fraction de seconde. Une bénévole nommée Mara m'a tendu le thé. Puis je fis glisser une copie imprimée de l'ancien email. La formulation dans le profil d'Olivia dit, du thé à la menthe poivrée dans une tasse en carton. Personne ne parla. C'est l'email que j'ai envoyé à maman après Halifax. Rebecca lut la première, ses sourcils se redressèrent, une bénévole nommée Mara m'a tendu du thé à la menthe poivrée dans une tasse en carton pendant que j'essayais d'empêcher mes mains de trembler. Ami regarda l'email, puis Olivia. Tu n'y étais pas? Olivia rougit. J'ai déjà dit que je n'y étais pas. Alors pourquoi as-tu écrit que tu y étais? C'était un essai personnel. Cela ne répond pas à sa question. Ami semblait sincèrement confuse à présent. Olivia se tourna vers moi. Tu voulais ça? Non. Si, tu le voulais. Tu voulais que tout le monde soit assis ici à me juger. Non. Tu aurais pu m'appeler en privé. Je l'ai fait. Tu aurais pu me laisser régler ça. Je t'ai dit de ne pas utiliser une autre histoire de ma vie sans autorisation. Tu es allé voir Méridian. J'ai signalé un conflit d'intérêts, c'est la même chose. Non, ma voix s'éleva pour la première fois. Ce n'est pas la même chose. Maman me pointa du doigt. Voilà. Ce ton. Je la regardais. Pas le profil, pas l'email. Mon ton. Exactement à l'heure prévue. Je respirai une fois, puis baissai la voix. Olivia, qui t'a donné l'histoire de Halifax? Elle me fixa. Nous avions déjà eu cette conversation. Les autres non. Maman a aidé pour l'essai. Rebecca se tourna vers Eleanor. Tu la lui as donné? L'expression de maman se durcit.
J'ai aidé ma fille à écrire sur sa vie. Je tapotais l'email. Tu l'as aidé à modifier mon souvenir privé en son expérience à la première personne. C'est une façon grotesque de décrire une histoire de famille. Une famille ne fait pas de mon souvenir une propriété commune. Le visage de maman changea pour la première fois, l'irritation glissant vers quelque chose de plus dur. Tu agis comme si nous t'avions volé quelque chose de précieux. J'ai failli rire, puis je dis, c'est le cas. Les mots résonnèrent en moi avant de résonner ailleurs. Pas de blague, pas de nuance, pas d'esprit. C'est le cas. Papa bougea à côté d'elle. Cela va trop loin. Pas encore. Il me regarda sévèrement. Qu'est-ce que c'est censé signifier? Cela signifie que j'ai une de mes dernières questions. L'email du projet Lumen avant d'avoir à l'ouvrir m'attendait dans mon dossier. Mes doigts touchèrent le bord de la page. Pendant des années, papa avait occupé le rôle le plus sûr dans l'écosystème Val, maman était émotionnelle, Olivia sensible, j'étais difficile, papa était raisonnable. Les hommes raisonnables avaient rarement à expliquer ce qu'ils avaient permis parce que tout le monde était trop occupé à se disputer avec les personnes déraisonnables. Je le regardais droit dans les yeux. Quand maman a dit à tout le monde que j'avais été retiré du projet Lumen parce que je ne pouvais pas supporter la pression, savais-tu que c'était faux? Son visage perdit ses couleurs. Maman répondit en premier. Pourquoi déterrer quelque chose d'il y a 4 ans? Je le demande à papa. Cassandra. Richard. Ses yeux se fixèrent sur les miens. Il détestait que j'utilise son prénom devant les autres. Normalement, c'était pour cela que je le faisais. Cette fois, j'avais besoin qu'il réponde en tant que personne, pas en tant que titre. Le savais-tu? Il regarda autour de la pièce, puis l'email dans ma main. Oui. Personne ne bougea. Même maman s'arrêta de parler. Je posai le fil de discussion sur la table. Papa a contacté ma responsable de recherche parce qu'il s'inquiétait de mon jugement et de mon bien-être. Il m'a mis en copie. Le professeur Morgan nous a répondu à tous les deux. Rebecca prit la page. Je continuai, elle a écrit que je n'avais pas été licencié. Je me suis retiré volontairement parce que je ne voulais pas valider l'interprétation utilisée dans le projet. Paul regarda papa. Donc tu savais. Richard affaissa ses épaules. Je savais qu'elle avait démissionné. Et quand maman a dit à tout le monde que j'avais été retiré parce que j'étais instable? Papa fixa le tapis. Je pensais que corriger cela ne ferait qu'aggraver les choses. Pour qui? Pas de réponse. Maman intervint. C'est ridicule. Tu étais impossible à cette époque. Tu as arrêté de nous appeler, oui. Tu as quitté Princeton, oui. Tu étais furieuse contre ton père, oui. Sa voix monta. Alors arrête de prétendre que l'histoire est sortie de nulle part. Je la regardais. Nous touchions enfin au cœur du sujet. Non, la colère venait de quelque chose. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que tu supprimes toujours la cause. Maman rit d'incrédulité. Oh, je t'en prie. Papa s'est immiscé dans un différend professionnel parce qu'il a décidé que mon désaccord avec des chercheurs confirmés était un problème de jugement. Il s'inquiétait. Il n'avait aucune preuve que je ne pouvais pas prendre de décision. Tu avais 24 ans. J'étais une adulte. Tu étais volatile. J'étais en colère, oui. Exactement. Non, ma voix se brisa légèrement sur le mot. Juste assez pour que je l'entende, assez pour que tous les autres l'entendent probablement aussi. Pendant une terrible seconde, la pièce devint floue. Je détestais cela, détestais leur donner la preuve visible qu'ils m'avaient atteinte. Puis quelque chose en moi se fatigua de cacher la blessure simplement parce que ma mère risquait d'utiliser le fait qu'elle existait comme une arme. J'ai passé des années à prétendre que rien de tout cela ne me faisait de mal, parce que montrer que cela m'importait revenait à vous donner un moyen de pression supplémentaire. Personne ne m'interrompit, alors je continuai. Chaque fois que quelque chose arrivait, la cause disparaissait. Papa contactait ma responsable et l'histoire devenait que j'avais surréagi. Olivia utilisait mon souvenir et l'histoire devenait que j'étais jalouse. Vous placiez ma chaise à côté de la poubelle et l'histoire devenait que j'avais gâché Thanksgiving. Les lèvres de maman s'entr'ouvrirent. Tu as renversé la table. Oui, enfin un fait.
Je n'ai pas besoin de l'esquiver. J'ai renversé la table. C'était mon choix. J'en suis responsable. Je pointai le profil d'Olivia. Elle est responsable de cela. Puis l'email de papa. Il est responsable de cela. Puis le message de 9h04 de maman. Et tu es responsable de cela. Les yeux de maman brillèrent de fureur. Je te protégeais. De quoi? D'être perçu comme quelqu'un de difficile. Je regardais autour de la pièce, Rebecca, Paul, Amy, Olivia, papa. Tous ces gens qui avaient appris à me voir à travers les légendes d'Eleanor. Tu protégeais tout le monde d'avoir à se demander pourquoi j'étais en colère. Paul se pencha en avant. Cela aurait quand même pu être géré en privé. La phrase me surprit moins que je ne l'aurais souhaité. Je me tournai vers lui. Cela a été géré en privé pendant 28 ans. Il détourna les yeux. Maman se leva. Alors, qu'est-ce que tu veux? Je restai assise. Que as-tu à proposer? Tu as fait valoir ton point de vue. Tu as embarrassé ta sœur, tu as accusé ton père, tu as traîné des messages privés devant tout le monde. Sa voix tremblait à présent, pas la mienne. Qu'est-ce que tu veux, Cassandra? Veux-tu qu'il me déteste? Non. Veux-tu qu'Olivia perde tout? Non. Veux-tu qu'il ne reste plus de famille? Voilà. L'ancienne équation, soumission ou abandon. Le silence ou pas de famille. Pendant des années, cela avait semblé être les seules variables disponibles. Ce n'était plus le cas. Je veux que plusieurs choses s'arrêtent, dis-je. Maman croisa les bras. Évidemment. Je me levai. Si une histoire implique mon expérience privée, mon parcours professionnel ou quelque chose que j'aurais prétendument dit, vous ne l'utilisez pas dans une candidature, un discours, un profil ou un récit attaché à mon nom sans me demander. Olivia ricana. Alors maintenant, nous avons besoin d'une autorisation pour te mentionner? Pour transformer mes expériences en les tiennes, oui. C'est absurde. Alors ne me mentionne pas. Sa bouche se ferma. Je regardai Rebecca, Paul et Amy. Si maman vous dit que j'ai dit ou fait quelque chose et que vous voulez m'impliquer dans la conversation, demandez-moi directement. Maman émit un son d'incrédulité. Tu leur donnes des instructions maintenant? Non, je leur indique les conditions de ma participation. Puis papa, je n'utiliserai pas ton intermédiaire pour m'adresser à maman. Son visage se contracta. Casse. Même chose pour Rebecca. Rebecca acquiesça avant qu'il ne puisse répondre. Et je corrigerai les affirmations factuelles me concernant partout où ces affirmations seront utilisées. Olivia se leva à son tour. Tu vas quand même détruire ma bourse d'études. J'ai demandé ma récusation. Tu travailles là-bas. Je n'ai plus accès à ton dossier. Et tu t'attends à ce que je te croie. Non. Cela la stoppa. Tu n'as pas à me croire. Ce qui se passera ensuite dépend de ta candidature et des faits. Maman me fixa comme si j'étais devenu méconnaissable. Et pour Noël? Je ne viens pas. Rebecca inspira doucement. Papa dit, ne prends pas de décision de ce genre sous le coup de la colère. Je l'ai prise mardi. Le visage de maman se durcit. Donc tout cela était planifié. Oui. Le mot me parut merveilleux, non pas parce que j'avais planifié une vengeance, mais parce que pour une fois, planifier mon absence ne ressemblait pas à une fuite. Je ne réserverai pas non plus systématiquement mes week-ends parce que quelqu'un suppose que je vais venir. Maman parut sincèrement offensée par cela. Tu nous punis. Non, je gère mon emploi du temps. Elle secoua la tête. Ce n'est pas une limite, c'est de la cruauté. C'était la vieille doctrine, autre pièce, même mot. Je ramassai mon dossier. Tu peux l'appeler comme tu veux si cela t'aide à comprendre. Je m'arrêtai près de l'entrée. La voix de maman baissa d'un ton. Tu viens de détruire cette famille. Quelque chose en moi voulait la réponse parfaite, celle que l'on citerait, celle qui ferait disparaître rétroactivement chaque insulte. Ce qui sortit fut plus simple. No, dis-je en la regardant. J'ai cessé d'en être l'explication. Puis je sortis. Mon père me suivit sur le porche.
L'air de novembre me fouetta le visage avec assez de force pour me faire apprécier ce contact physique. Casse. Je continuai à avancer vers l'allée. Attends. Je m'arrêtai à la dernière marche. Il descendit après moi, ses épaules affaissées. Pendant une seconde idiote, l'espoir revint. Peut-être allait-il le dire, je savais que j'aurais dû la corriger, je t'ai abandonné, n'importe quoi. Au lieu de cela, papa regarda vers la maison et dit, devais-tu vraiment faire ça devant tout le monde? L'espoir mourut proprement. Pas de drame, juste un retrait. Je plongeai la main dans mon sac. L'enveloppe s'y trouvait depuis Washington. Papa. Je la lui tendis. Qu'est-ce que c'est? Ta clé. Il fixa l'enveloppe. Tu n'as pas besoin de faire ça. Si. Tu auras toujours un foyer ici. Je regardai au-delà de lui, à travers la fenêtre avant. Sous cet angle, je pouvais voir la salle à manger, la pièce même où il avait traîné ma chaise à côté de la poubelle. C'est toujours la question. Quelle question? De quoi cela avait l'air, dit-il. Il prononça à nouveau mon nom. Je glissai l'enveloppe dans sa main, puis me dirigeai vers ma voiture. Personne ne me suivit. Cela fit mal, mais cela rendit le départ plus facile. Le moteur avait à peine démarré que mon téléphone s'alluma sur le siège passager. Olivia en lettres capitales, Méridian a retiré mon profil de finaliste. Un second message arriva avant que je ne démarre, qu'est-ce que tu as fait? Pendant plusieurs secondes, je regardais simplement l'écran. Naomi m'avait récusé. Mon accès avait été révoqué. Je n'avais pas contacté le comité de sélection, n'avais pas demandé d'enquête, n'avais appelé personne à propos d'Olivia après avoir déposé la déclaration de conflit et la correction factuelle. Quoi qu'il vienne de se passer, cela s'était produit sans que je n'intervienne dans le système pour forcer un résultat. Mon pouce resta suspendu au-dessus du clavier. Tous mes vieux instincts me disaient de répondre, d'expliquer, de défendre, de prouver, de réparer. Je verrouillai le téléphone à la place. Pour la première fois de ma vie, une conséquence était arrivée pour quelqu'un d'autre, et je ne la prenais pas à mon compte. Le temps que j'arrive à Washington, Olivia avait envoyé 11 messages. Je n'en lus aucun. C'était nouveau. Normalement, la panique de quelqu'un d'autre activait en moi un mécanisme automatique, un interrupteur basculait, la colère devenait analyse, l'analyse devenait réponse, la réponse devenait un travail non rémunéré pour expliquer, corriger, réparer. Cette fois, le téléphone resta face contre terre sur le siège passager jusqu'à ce que je me gare sous mon immeuble. Ce n'est qu'alors que je regardais. Qu'est-ce que tu leur as dit? Appelle-moi, c'est ma carrière, ils ont retiré le profil, maman dit que tu as planifié ça, casse s'il te plaît. Ce dernier faillit m'atteindre. Non pas parce qu'il était plus doux, mais parce qu'il était plus petit. Pendant une seconde, Olivia semblait moins la fille modèle protégeant son piédestal qu'une sœur de 23 ans réalisant qu'une porte s'était fermée. Mon pouce resta suspendu au-dessus de son nom, puis je me souvins de ce qu'elle avait dit dans le hall de l'hôtel, les gens écoutaient quand je la racontais. Elle savait que Halifax n'était pas son histoire. Elle l'avait utilisée quand même. Éprouver de la pitié pour quelqu'un ne m'obligeait pas à absorber les conséquences pour lui. Le téléphone alla dans mon sac. À l'étage, la clé en laiton de mes parents avait disparu du bol en céramique. L'espace vide où elle se trouvait paraissait ridicule, minuscule, presque insultant. 28 ans de gravité psychologique pesaient apparemment moins d'une once. Je préparais du thé, pas à l'amande poivrée. J'avais développé des exigences. Le lendemain matin, Naomi me demanda de passer la voir. Son email contenait exactement 7 mots, passe me voir à ton arrivée, sans ponctuation. Cela laissait présager une catastrophe. Pourtant, mon système nerveux réagit comme si j'étais convoqué devant un tribunal. Les vieilles habitudes étaient tenaces. Naomi ferma la porte de la salle de réunion après mon entrée et resta debout jusqu'à ce que je m'assoie. Tu es toujours entièrement récusé. Bonjour à toi aussi. Je le dis en premier parce que tu es sur le point de poser la question. Apparemment, je deviens prévisible. Ce serait un développement rafraîchissant. Elle ouvrit un dossier sur son ordinateur portable mais orienta l'écran loin de moi. Je ne peux discuter que de la partie qui concerne ton signalement de conflit et les données publiques qui te sont attribuées. Compris.
Le profil de la finaliste a été retiré après le signalement d'une incohérence matérielle. Mes doigts se serrèrent une fois contre ma paume. Déclenché par ma correction? Ta correction était une source d'incohérence. Une source? Oui. J'attendis. Naomi savait que je détestais les noms vagues. Elle savait aussi exactement où s'arrêtait la confidentialité. La bourse d'études effectue des vérifications indépendantes de routine avant la sélection finale, dit-elle. Ce processus existait avant ton signalement. Dès lors qu'un récit public et les documents d'appui divergent sur un point matériel, la vérification s'élargit. Qui s'en est chargé? Personne ne relevant de toi, personne que tu supervises, pas moi. Bien. Quelque chose dans mes épaules se détendit. Naomi poursuivit, ta sœur a été contactée directement. Les références concernées également. Elle a eu l'occasion de justifier les récits à la première personne qui lui était attribuée. Et cela sort de ce dont je peux discuter avec toi. Ennuyeux. Exact. Elle fit glisser une page imprimée vers moi. Voici ce qui te concerne. C'était la confirmation que les références à mon histoire personnelle avaient été retirées du matériel public de Méridian en l'absence d'attribution et de consentement approprié. Aucune mention de sanction, aucune déclaration qualifiant Olivia de malhonnête. Juste une limite avec une mise en forme institutionnelle. Et mon nom, demandai-je. Retiré là où il était lié à des affirmations personnelles non étayées. Quelqu'un t'a-t-il demandé ce qui devait lui arriver? Non. As-tu fait une recommandation? Non. Mon rôle ici a-t-il influencé la décision? Non. L'expression de Naomi se fit plus vive. Si tant est, ta récusation a rendu la séparation plus facile à documenter. Un rire faillit m'échapper. Donc, faire moins a été utile. Essaie de ne pas faire une crise de personnalité de cette découverte. Mon téléphone vibra dans mon sac. Encore Olivia. Naomi y jeta un coup d'œil. Tu vas répondre? Éventuellement. Cela semble presque sain. Ne gâche pas tout. En sortant de son bureau, j'ouvris enfin le nouveau message d'Olivia, ils ont retiré mon statut de finaliste. Un second arriva avant que j'aie fini ma lecture, ils ont dit qu'il y avait des incohérences factuelles matérielles et des problèmes d'attribution. Tu es heureuse maintenant? Non. C'était la vérité agaçante, je n'étais pas heureuse. La satisfaction avait été plus facile à Thanksgiving avec la table à l'envers. Ceci me paraissait différent, plus calme. Un résultat, pas un défilé de victoires. J'écrivis avec soin, je suis désolé que tu l'as perdu. Je ne suis pas désolé d'avoir corrigé ma vie. 3 points apparurent, disparurent, revinrent. Tu aurais pu m'aider. Ma réponse fut plus rapide, j'ai déjà aidé en restant en dehors de la décision. Aucune réponse ne suivit. Cet après-midi-là, maman tenta de réparer l'ancien système de communication. Le groupe familial avait été mis en sourdine pendant près d'une semaine, mais je l'ouvris parce que Rebecca m'avait écrit en privé, tu devrais voir ce que ta maman a écrit. Le message de maman se trouvait entre la photo du chien de quelqu'un et Amy demandant une recette de farce, Cass a utilisé sa position chez Méridian pour saboter Olivia. J'espère que tout le monde s'en souviendra, des carrières peuvent être détruites par des gens qui ont des accès et de la rancœur. Du grand Eleanor. Aucune mention d'Halifax, aucune mention de 9h04, aucune reconnaissance du fait que je m'étais récusé. Juste une histoire plus propre, Cass avait du pouvoir, Cass était en colère, donc Cass avait provoqué la conséquence. Pendant des années, cela aurait suffi. Puis Rebecca répondit, Cass s'était récusé avant que le profil ne soit retiré. J'ai vu les messages de vendredi. Ce n'est pas la même chose qu'un sabotage. Je le lus 2 fois. Non pas parce que Rebecca m'avait défendu parfaitement, elle ne l'avait pas fait. Elle avait fait quelque chose de mieux, elle avait décrit uniquement ce qu'elle savait. Amy répondit 1 minute plus tard, Cass, as-tu réellement contacté le comité de sélection? Mon pouce accéléra. Voilà. Une question directe. Pas de maman dit, pas de Olivia dit, pas de papa pense. J'écrivis, non. J'ai signalé un conflit d'intérêts, j'ai perdu l'accès au matériel de la bourse et j'ai soumis une correction factuelle sur des affirmations me concernant. Un processus de vérification indépendant a géré le reste. Paul répondit, donc tu n'as rien à voir avec le retrait d'Olivia?
L'ancienne version de moi aurait répondu de façon trop large. Rien à voir, n'était pas strictement vrai. Ma correction avait compté. La précision n'était pas de l'esquive. Ma correction a contribué à identifier une incohérence. Je ne l'ai pas examinée, je ne l'ai pas évaluée et je n'ai pas décidé du résultat. Plusieurs minutes s'écoulèrent. Maman écrivit, écoutez-la. Elle peut faire passer n'importe quoi pour innocent si elle utilise assez de mots prudents. Mes doigts restèrent au-dessus du clavier. Il y avait au moins 6 réponses possibles. 4 étaient dévastatrices, 2 étaient drôles. Je n'en envoyais aucune. Une chose étrange s'était produite. Maman avait toujours une histoire, mais elle n'en avait plus la distribution automatique. Les gens demandaient la source. C'était cela le véritable effondrement. Pas l'humiliation, pas la perte d'un siège au conseil d'administration d'une association, pas les proches faisant la queue pour s'excuser. Une question. As-tu réellement contacté le comité de sélection? Une seule question directe avait retiré plus de pouvoir à ma mère que 100 disputes n'auraient pu le faire. Mon père m'appela 3 jours plus tard. Je le laissai un message vocal. Son message était retenu. Cass, j'aimerais qu'on parle. Juste toi et moi, personne d'autre. Cela méritait un appel en retour. Nous nous rencontrâmes le samedi suivant dans un café à peu près à mi-chemin entre Washington et Princeton. La géographie neutre était devenue populaire. Papa arriva en avance, naturellement. Il avait déjà commandé son café et s'était installé à une table d'angle où personne ne pouvait facilement nous entendre. Des instincts d'ancien doyen. Je m'assis en face de lui. Tu as l'air fatigué, dit-il. C'est le cas de tous ceux qui me disent ça. Ce n'était pas une critique. Je sais. Pour une fois, j'acceptai la remarque. Cela rendit presque la conversation plus difficile. Papa entoura sa tasse de ses 2 mains. Ta mère est dévastée. Nous y voilà. Je me reculai. Tu as dit que c'était entre toi et moi. C'est le cas. Alors commence par toi. Il fronça les sourcils. Tu ne peux pas séparer les choses si nettement. Je peux essayer. Noël a été affreux. Je n'y étais pas, exactement. Quelque chose dans le mot me fit sourire, pas gentiment. Il le remarqua. Tu vois. Non, papa, continue. Tu as fait valoir ton point de vue. Quel point de vue? Que ta mère a mal géré les choses. Mal géré, Cass? Non. Je suis curieuse, le problème était-il qu'elle ait mal géré les choses, ou qu'elle ait dit que j'avais fait quelque chose avant que je ne le fasse? Il se frotta la tempe. Devons-nous réexaminer chaque phrase? Non, nous pouvons parler d'Étienne. Cela le stoppa. Mon café arriva. La serveuse le posa entre nous, et j'attendis qu'elle parte. Tu savais ce qui s'était passé pour le projet Lumen. Papa regarda sa tasse. Nous avons déjà vu cela. Nous avons établi le fait. Nous n'avons pas établi ce que cela signifiait pour toi et moi. Il soupira. Que veux-tu que je dise? Il y avait plusieurs réponses que je voulais. La bonne n'était pas une réponse que je pouvais lui dicter. Alors je dis quelque chose de vrai. Sa mâchoire se contracta. Je n'aurais pas dû contacter Élise de la façon dont je l'ai fait. Une concession petite, tardive, mais vraie. Et après? J'aurais dû corriger ta mère. Pourquoi ne l'as-tu pas fait? Nous étions tous épuisés. Papa, tu veux une meilleure raison? Je n'en ai pas, c'était la première chose qu'il disait de tout l'après-midi qui me poussait à lui faire un peu plus confiance. Pas pardonner, faire confiance à hauteur d'1 centimètre. Il regarda vers la fenêtre. Je pensais que préserver la paix importait. La paix pour qui? Tu vois ce que je veux dire. Ses yeux revinrent vers les miens. Ta mère réagit mal quand elle se sent contestée, et je survis à ça. Il ne dit plus rien. C'était la vieille économie du foyer Val, reporter le coup sur la personne la plus susceptible de continuer à fonctionner après. Tu savais que je pouvais l'encaisser, dis-je. Ce n'est pas juste. Est-ce faux? Sa bouche s'ouvrit, se ferma. Pas de réponse. Il prit une gorgée de café. Alors voici ce que je peux faire. Papa m'observa attentivement. J'aurai une relation avec toi, qui nous concerne toi et moi.
Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que tu peux m'appeler parce que tu veux me parler. Tu peux m'inviter quelque part. Tu peux me poser des questions sur mon travail. Tu peux me parler de ta vie. Et ta mère. Je ne parlerai pas d'elle par ton intermédiaire. C'est ta mère. Alors elle peut me contacter elle-même. Elle ne sait pas quoi dire. Ce n'est pas un problème que je peux résoudre pour elle. Elle se sent attaquée. Alors elle peut parler de ce qu'elle a fait sans commencer par la façon dont ma réaction a blessé ses sentiments. Papa me fixa. Cela pourrait prendre du temps. Je sais. Il semblait sincèrement triste cette fois. Je ne traduisis pas cette tristesse en une tâche à accomplir. C'était nouveau aussi. Sur le chemin du retour, une notification de mon calendrier me rappela un dîner auquel j'avais accepté de participer avec quelques collègues de travail. Pendant des années, ce genre d'invitation était resté provisoire, sauf si maman a besoin de quelque chose, à moins que papa n'appelle, partir tôt si Olivia a une crise. Ce soir-là, personne ne m'appela pour me faire partir. Le restaurant était bruyant. Une collègue se plaignait d'une date limite pour une subvention, un autre racontait une terrible histoire de présentation inachevée envoyée par erreur à toute la liste de diffusion. Un voisin de mon immeuble nous rejoignit plus tard parce qu'il y avait une place libre. Personne ne me demanda d'expliquer mon enfance. Personne ne savait pour la dinde. Au milieu du dîner, je réalisais quelque chose de profondément déstabilisant, je ne surveillais personne. Pas sérieusement. Un peu, évidemment, j'avais un doctorat, pas subi une lobotomie. Mais la pièce ne me semblait pas être un puzzle que je devais résoudre avant qu'il ne me résolve. Au cours des semaines suivantes, mon appartement changea par petites touches. La table de la salle à manger cessa d'être un bureau d'appoint. Les dossiers retournèrent au bureau. La plante de basilic alla enfin à la poubelle avec les honneurs appropriés. 3 week-ends vides apparurent sur mon calendrier. Maman envoya une invitation de Noël, formelle, belle, nous espérons que tu laisseras les difficultés récentes derrière toi et que tu te joindras à la famille pour le dîner de Noël. Aucune mention de Thanksgiving, aucune mention d'Halifax, aucune mention de l'appel inventé. La formule « laissera » derrière toi faisait un travail impressionnant. Elle faisait passer la responsabilité pour un bagage que j'avais la grossièreté de continuer à porter. Ma réponse contint 4 mots, non merci, joyeux Noël. Maman ne répondit pas. Rebecca m'envoya mais tard une photo du dîner de Noël. Je l'ouvris alors que je me tenais dans ma cuisine. Papa en bout de table, maman à ses côtés, Paul, ami, 2 cousins, plusieurs chaises vides. Olivia ne figurait pas sur la photo. Je n'avais aucune idée d'où elle se trouvait. Rebecca ne me le dit pas, alors je n'inventais pas la réponse. Pendant des années, une telle image aurait généré une culpabilité immédiate, des chaises vides, une mère triste, une tradition brisée. Cette fois, je regardai la photo et compris something de plus simple, un siège vide n'était pas automatiquement ma responsabilité. Des mois passèrent. Le travail resta difficile de toutes les manières habituelles. Méridian ne me couronna pas reine de l'éthique. Personne ne me donna de promotion pour avoir survécu à Thanksgiving. Il n'y avait pas de fortune soudaine au bout des limites saines. Ma récompense fut moins cinématographique, les gens devaient me demander mon avis avant d'utiliser mon temps. Cela s'avéra immense. Olivia m'envoya un email en mars, sans objet. J'ai failli l'archiver sans le lire, puis je l'ouvris, Cass, j'ai utilisé tes histoires parce que les gens écoutaient quand je les racontais comme miennes. Maman disait que tu t'en ficherais, mais j'en savais assez pour devoir te demander, et je ne l'ai pas fait. Je me disais que parce que ces choses s'étaient produites autour de nous, elles appartenaient à tout le monde. Ce n'était pas le cas. Je ne te demande pas d'arranger les choses avec Méridian. Je ne m'attends pas à ce que tu répondes. Je le lus une fois, puis une seconde fois. Pas d'excuses sur son jeune âge, pas d'accusation prétendant que j'avais gâché sa vie, pas de phrase soigneusement placée sur la façon dont maman lui avait rendu les choses difficiles. Pas de quoi réparer 23 ans, mais assez pour être différent. Mon premier réflexe fut de lui répondre immédiatement, récompenser l'honnêteté, encourager les progrès, gérer le système émotionnel. Je fermai l'ordinateur portable à la place. 3 jours plus tard, j'envoyai « merci de le dire clairement. Je ne suis pas prête pour plus que cela. » Elle répondit « d'accord. » C'était tout. Aucun montage de réconciliation ne suivit.
Nous ne devînmes pas soudainement des sœurs qui s'appelaient chaque dimanche. Parfois, une relation changeait parce qu'une personne s'excusait. Parfois, elle changeait parce que l'autre comprenait enfin qu'un pardon ne créait pas un droit d'accès. Pour le Thanksgiving suivant, ma table de salle à manger était entourée de 8 chaises dépareillées. Pas délibérément dépareillées, je manquais simplement de l'engagement spirituel requis pour acheter 8 chaises identiques. Les assiettes étaient encore pires. Une voisine apporta des patates douces, un collègue apporta du vin, Rebecca vint de Princeton avec une tarte et, à son crédit, ne passa pas la soirée à me donner des nouvelles de mes parents. Quelqu'un du travail apparut avec une miche de pain et une quantité alarmante de fromage. Personne n'était habillé correctement parce qu'il n'y avait pas de manière correcte de s'habiller. À un moment donné, ma voisine se leva, tenant son assiette, et regarda autour d'elle. « Où veux-tu que je me mette ?» La question me saisit pendant une seconde. Une autre salle à manger apparut derrière celle-ci, le parquet ciré, la saucière de grand-mère, les mains de papa sur le dossier de ma chaise, Olivia se plaignant de ne pas pouvoir manger en me regardant, la poubelle à côté de mon coude. Puis mon appartement revint, la cuisine chaude, les assiettes inégales, Rebecca se disputant avec quelqu'un pour savoir si la sauce au canneberge en conserve comptait comme de la nourriture. Pas de chaise isolée, pas de bout de table, pas de fille modèle, nulle part de honte désignée. « Où tu veux, dis-je. » Elle s'assit à mes côtés. Plus tard, en apportant des assiettes vides dans la cuisine, j'aperçus la poubelle sous le comptoir. Un rire m'échappa avant que je ne puisse le retenir. Un vrai rire, pas assez fort pour effrayer les voyageurs, pas assez tranchant pour faire tressaillir ma mère, juste drôle. Mon collègue me regarda. « Qu'est-ce que c'est ? » « Rien. » Je raclai une assiette. Une vieille blague de famille. Il haussa les épaules et se remit à empiler les verres. C'était tout. Personne n'exigea l'histoire. Personne n'expliqua ce que signifiait mon rire. Personne ne dit à la pièce comment m'interpréter. Pendant quelques secondes, je restais là, avec de la sauce sur ma manche et des voix derrière moi, attendant l'impulsion familière de cartographier la pièce, qui était irrité, qui jouait la comédie, qui s'apprêtait à transformer une phrase en preuve. L'impulsion ne vint jamais. Pour une fois, je n'analysais personne. J'étais en train de manger.